Mesdames, Messieurs, bonsoir. À nouveau moi. Pour ceux qui étaient présents mardi, c'est jamais que la troisième fois, mais c'est la dernière que pour cette semaine, on va dire. Alors voilà, ce soir, c'est un petit peu particulier. On va parler des eaux de baignade. Aux deux autres tables rondes, je vous avais fait une petite introduction sur l'impact sur le changement climatique, sur la disponibilité des ressources en eau, pour expliquer pourquoi on essayait de faire de la réutilisation des eaux, où on allait en faire de plus en plus. On a parlé aussi, évidemment, changement climatique, sur les impacts sur les inondations, avec les spécialistes qui étaient autour de la tribune mardi soir. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va parler plutôt de baignade. Baignade en rivière, baignade en plan d'eau, donc baignade en eau douce, naturelle, et non en piscine ou en bord de mer, bien sûr. On va essayer d'expliquer pourquoi les gens se baignent tout compte fait moins aujourd'hui que par le passé. Enfin, par le passé, c'est-à-dire il y a plusieurs décennies. Quand j'étais gamin, évidemment, on se baignait dans la Vienne, alors qu'elle était moins propre qu'aujourd'hui, tout compte fait. On va essayer de voir aussi pourquoi on a quand même des événements de plus en plus fréquents d'apparition de cyanobactéries dans les baignades, que ce soit en plan d'eau ou en rivière, parce que même sur la Gartempe, à Lathu, c'est arrivé récemment. Donc j'ai autour de moi un certain nombre de personnes qui se présenteront au fur et à mesure que je leur donnerai la parole. C'est plus simple comme ça. On va essayer de débattre entre nous pendant 1 heure maximum, et ensuite on débattra avec vous. Alors, peut-être que pour commencer, je vais poser une question à notre invité d'honneur, Laurent Moulin, qui se trouve, il va vous expliquer, mais venir de Paris pour passer la soirée avec nous, pour lui demander quand même quelle problématique sanitaire générale en France pour les eaux de baignade en rivière ou en plan d'eau, et en particulier, évidemment, ce qui concerne la qualité et non pas la quantité. Donc, de faire une petite introduction quand même sur cette partie-là, pour préciser quand même les éléments sanitaires, puisqu'on n'a personne de l'ARS ce soir, donc tu vas faire office, je te tutoie, pardon, oui, bien sûr. Pas d'ARS, mais un petit peu de l'aspect réglementaire de la chose. Laurent. Eh ben, merci. Présente-toi. Voilà, merci Bernard. Donc, je suis Laurent Moulin, je suis microbiologiste de formation et je suis responsable de la recherche à Eau de Paris, qui est l'établissement public en charge de l'eau potable sur Paris. Et qui, un peu pour des raisons historiques, travaille sur la qualité de la Seine parce que c'est une de nos ressources. Donc on travaille depuis très très longtemps sur la qualité de la Seine. Le laboratoire d'eau de Paris est héritier de résultats sur la qualité microbiologique de la Seine depuis 1911. Donc on a vraiment un retour historique très très long. Alors, la qualité de l'eau de baignade, c'est un sujet éminemment complexe parce que les gens qui essayent de définir les limites de baignade ou la réglementation baignade, parce que les limites c'est encore autre chose, ils passent un peu pour les empêcheurs de tourner en rond. Hein. Tu l'as déjà un peu signalé quand on dit aux gens vous pouvez plus vous baigner dans la Seine parce que à cet endroit-là parce qu'elle est sale. Effectivement les gens ils sont pas malades tout de suite, donc ils ont du mal à se représenter le pourquoi. Donc je pense que c'est effectivement important d'expliquer le pourquoi de cette réglementation et de comment elle est venue. Puis on en parlera un petit peu après si j'arrive pas à être clair, parce que c'est vraiment un sujet compliqué. Donc pourquoi est-ce qu'on interdit la baignade ? Parce que les gens pourraient être malades en se baignant dans une eau qui n'est pas de bonne qualité. Et ils seront malades parce qu'ils vont se retrouver vis-à-vis principalement de pathogènes, parce qu'on reste dans l'eau pas très longtemps, donc les autres polluants ils sont moins problématiques, on reste quelques heures maximum dans l'eau, et ça c'est pour les gens qui restent longtemps. Donc vraiment ce qui est problématique, c'est le risque microbiologique, c'est-à-dire des micro-organismes qui vont pouvoir provoquer principalement des gastroentérites, des infections cutanées, voire sur la sphère ORL, donc oreille et gorge.
tous ces micro-organismes qui peuvent poser des problèmes, il y en a vraiment beaucoup, donc c'était compliqué de tous les suivre. Donc les gens se sont dit, on va essayer de trouver une façon de regarder la qualité d'eau de façon un peu générale, et ils ont, comme dans l'eau potable, décidé de se baser sur ce qu'on appelle des indicateurs fécaux, que vous connaissez tous, parce que grâce aux Jeux Olympiques, on a beaucoup parlé d'indicateurs fécaux dans la Seine, mais dans toutes les rivières, eh bien, ce sont Escherichia coli et les entérocoques. On reviendra sur l'eau de la Seine. Voilà. Alors, je vais pas aborder juste ce sujet-là, mais en gros, ces indicateurs fécaux, eh ben, ils vont nous représenter la probabilité qu'on ait une contamination de matière fécale. Et pourquoi ça nous intéresse de voir s'il y a une contamination de matière fécale? Parce que c'est là que tous les pathogènes, je vous disais, qui rendaient les gens malades, se retrouvent. C'est souvent des gastro-entérites ou de ce type de maladie. Donc s'il y a beaucoup de traces de matière fécale, la probabilité que les gens soient malades est importante. Et donc on a relié la qualité d'eau de baignade à ces indicateurs, Escherichia coli et entérocoque. Donc c'est très important quand on dit il y a beaucoup de colis ou d'entérocoques et donc la baignade est interdite. C'est pas le colis ou l'entérocoque qui va vous rendre malade, c'est le fait qu'eux ils soient présents. Ça veut dire qu'on a des virus, des parasites ou des micro-organismes ou des bactéries qui pourraient vous rendre malade, mais c'est pas une sorte de germe témoin en fait. Exactement, c'est ça, c'est un germe témoin. Et ensuite, il y a les limites. Comment les gens ils ont essayé de définir ces limites? Pourquoi vous avez entendu parler, on a dépassé la limite de baignabilité de 900 Escherichia coli par litre, et donc la baignade est fermée. Eh bien, il y a des études qui ont été faites. Alors, c'est plutôt nos collègues anglo-saxons qui l'ont fait. Eh bien, ils ont pris des endroits où les gens se baignaient et ils ont fait des questionnaires alors, sur plusieurs milliers de personnes, entre les gens qui venaient sur la plage mais qui ne se baignaient pas, et ceux qui venaient sur la plage et qui se baignaient. Eux, ils mesuraient la quantité d'Escherichia coli, et puis ils revenaient voir les gens 5 jours après en disant: est-ce que vous avez eu une gastro-entérite, des symptômes de diarrhée, c'est très glamour, mais c'est comme ça qu'il faut faire les études, des rougeurs, mal aux oreilles. Et puis, il faisait un tableau et puis un graphique de relation entre la concentration en indicateurs fécaux, en Escherichia coli, et le nombre de gens qui étaient malades. Et ça permet de se dire, quand on a, je dis un chiffre au hasard, mais quand on a 200 Escherichia coli, il y aura, par rapport au nombre de gastro-entérites normales dans la population, il y aura 2% d'augmentation. S'il y a 300 Escherichia coli, il y aura 10% de malades en plus. S'il y a 1000 Escherichia coli, il y aura 30% de malades. Et donc, ça permet de définir une relation entre la contamination de l'endroit où vous baignez et la chance ou la malchance que vous aurez de tomber malade. Et c'est ces études-là qui ont été reprises au niveau européen pour définir les limites de baignabilité qui sont maintenant bien connues. Alors, en France, en Europe, on classe les eaux de baignade en plusieurs catégories. Il y a l'eau qui n'est pas baignade, il y a l'eau qui est de qualité suffisante, il y a l'eau de bonne qualité et l'eau de qualité excellente. Et ces 4 critères permettent, sur les 3 premiers, quand on a l'eau suffisante, de bonne ou d'excellente qualité, on peut dire aux gens: baignez-vous. C'est mieux qu'elle soit excellente, mais si elle est suffisante, ça permet de ne pas être trop malade. Pas du tout malade, mais on a moins de chances que les gens soient malades. Voilà. Soit pas baignade, c'est quoi Alors la limite de baignabilité, c'est en gros, alors c'est là que ça devient vraiment très compliqué, mais en gros la réglementation elle n'est pas basée en disant aujourd'hui vous pouvez baigner, ça dépasse 900 ou pas. Alors la limite c'est 900. Quand il y a plus de 900 Escherichia coli, on peut pas se baigner, et quand il y a plus de 300 entérocoques, on peut pas se baigner. Mais en vrai, la réglementation, elle dit pas ça. La réglementation, elle dit sur une saison, elle va classer les zones de baignade sur une saison. Donc, elle va dire on va prendre tous vos résultats de la saison, on va faire une moyenne, on va regarder un peu la dispersion, et puis si les valeurs très élevées de votre suivi pendant la saison de baignade, elles dépassent les 900, on va classer votre baignade en suffisante, insuffisante, etc. Et ça, c'est l'ARS qui le donnera. Et si elle a des zones de classement qui sont insuffisantes, elle dit il ne faut pas se baigner là, ou il faut que l'exploitant de baignade il trouve l'origine de cette pollution. Est-ce que c'est un rejet d'orage qui est mal maîtrisé? Est-ce que c'est une station d'épuration qui rejette trop souvent des eaux maltraitées? Est-ce que un logement qui est mal branché? Ça arrive très souvent, on en reparlera. Voilà. Donc, ce classement, il permet à l'ARS de définir, de donner les choses. Tous les jours, c'est l'exploitant de baignade qui dit est-ce que je dépasse 900? Est-ce que je fais 300? Est-ce que je trouve qu'il faut fermer? Mais je faisais référence tout à l'heure à l'époque où on se baignait dans la Vienne, où on n'avait pas ces normes, je pense. Non, il devait y avoir pas la période où tu baignais dans la Seine. Seine. Plus d'Escherichia coli et d'entérocoques qu'aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas les mêmes rendements de stations d'épuration. Donc, cette réglementation, elle a évolué oui. Alors, ces dernières décennies, ou elle a toujours été aussi dure? Elle risque d'être plus dure dans les années qui viennent? Alors, oui, elle a évolué. Elle a un peu changé. Elle a un peu changé au début des années 2000. Avant, elle était peut-être
ouais, un petit peu différente, mais je ne sais pas si elle était plus stricte ou moins stricte, mais avant, effectivement, il n'y en avait pas. Et il est vrai, tu as raison, que les stations se sont améliorées pour traiter l'azote, le phosphore et le carbone, bien sûr. Les stations se sont améliorées par un effet un peu indirect. Elles ont beaucoup mieux traité les micro-organismes pathogènes, et donc la qualité s'est améliorée. Nous, on le voit dans la Seine, hein, comme je vous disais, on a des données depuis 1911, et on a vu, depuis la fin des années 80, début des années 90, la qualité de l'eau s'est améliorée. Je pense que c'est un peu partout pareil. J'imagine que dans la Vienne, ça doit être à peu près pareil. Alors, il faut savoir. Oui, la qualité de l'eau s'est Voilà. améliorée dans la Vienne et dans le Clin. Oui. Et donc, il est possible que les gens se baignaient à une époque où on avait des chances d'être malade. Alors, d'avoir une gastroentérite Par rapport à il y a 30-40 ans. Hein. C'est possible. Ce que je veux juste signaler, c'est ce qu'on discutait un peu avant, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont d'autres réglementations. Les anglo-saxons sont beaucoup plus stricts. Chez eux, les limites sont plus basses. Ils veulent qu'il y ait moins de gens qui aient de gastroentérite, de risque de gastroentérite quand ils se baignent. Donc, nous, on a une réglementation européenne qui est basée sur des facteurs de risque un petit peu plus élevés que les anglo-saxons. Donc, on revient en détail sur le cas de la Seine et tout à l'heure. Si on reste toujours dans l'aspect santé, Thierry, en tant que médecin, en tant qu'ancien maître-nageur, je crois, ou peut-être encore. Oui, c'est ça, médecin du sport. Donc, je ne suis plus maître-nageur. Peut-être encore. Je reste médecin. Est-ce que vous avez rencontré des cas fréquemment d'intoxication, je ne sais pas si c'est le qu'il faut dire, ou de gastro-entérite justement, alors, liés à des problèmes de baignade? Tout à fait. En fait, non. On a effectivement parfois des petites otites à staphylo, mais c'est très difficile de donner le lien, savoir si l'enfant, c'est parce que la maman a abusé des cotons-tiges en lui nettoyant les oreilles tous les jours, alors qu'il faut jamais le faire, ou alors parce qu'il s'est baigné à la piscine. Même chose pour les gastro-entérites, il y en a évidemment plus l'été, mais c'est très difficile de dire, vraiment, quand on est médecin. Alors, quand on est médecin et qu'on aime l'eau et qu'on est maître nageur, évidemment, on excuse tout. Mais je me dis aussi, quand j'écoutais le discours de Laurent Moulin, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des normes et que effectivement les gens elles sont respectées et que les gens sont moins à risque. Ce qu'on peut voir plus souvent, c'est des choses banales, mais on voit la même chose chez des gens qui vont en piscine, quoi. Il faut le chlore est irritant, pour les yeux, il est irritant pour les muqueuses, donc je pense que ça favorise de la même manière les intertrigos. Oui, sauf qu'en piscine, on doit avoir une réglementation. Hein, on a peut-être une réglementation plus sévère en piscine. Oui. Oui, alors c'est ce que je voulais rebondir. Oui. C'est vrai que moi j'ai parlé que de la baignade en eau libre, on va dire. Oui, hein, c'est le but de la soirée. Voilà, exactement. Mais la piscine c'est un petit peu différent. On a une eau qui est désinfectée, désinfectante. Je vois que des gens dans la salle le suivent. Donc oui, c'est pas tout à fait la même chose. On est normalement, on ne doit avoir aucune trace d'indicateur fécaux dans une piscine si elle respecte bien. Ça peut poser d'autres problèmes, hein, comme vous signalez, d'irritation ou d'autres. Mais normalement, le risque sanitaire est très bon en piscine. En tout cas, dans les piscines publiques. C'est très bien. Les piscines individuelles ou privées, on va dire, c'est une autre chose. Mais ça peut être une anecdote rigolote. Il y a une maladie qui est liée aux parasitoses, hein, les Crypto, les Giardia, qui sont des maladies qui provoquent des gastro-entérites. Et souvent, les maladies qui provoquent les gastro-entérites, c'est souvent plus importante chez les populations qui ont moins de moyens, ou en tout cas qui ont moins accès à des données sanitaires, sauf pour cette maladie-là, et qui est plus élevé chez les gens qui ont de l'argent, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Et il relie le fait que les gens qui ont de l'argent sont plus souvent malades de cryptogiardia au fait qu'ils ont plus souvent des piscines individuelles. Et donc, ils maîtrisent moins leur désinfection. Et donc, c'est une des rares maladies qui touche plus les gens. Mais par l'eau de consommation ou par l'eau de baignade? Non, par la baignade, parce qu'ils ont des piscines individuelles qui sont moins maîtrisées dans les pays anglo-saxons. Et donc, le taux d'attaque, c'est ce qu'on appelle donc, le nombre de gens malades par 100 000 habitants, est un peu plus élevé pour ceux qui ont des piscines. Donc, souvent, les gens qui ont un peu d'argent par rapport aux autres. Ce qui est un effet rigolo à observer. D'accord. Thierry, vous n'aviez pas fini peut-être? Si. Non, mais on avait... Vous n'êtes pas présenté, mais tout le monde vous connaît là. On avait évoqué avec Monsieur Le Gub justement le problème des piscines individuelles et du fait que les gens ne savent absolument pas ni ce qu'ils ont comme qualité d'eau, ni la quantité de pH et du chlore. Il n'y a aucune formation. Tout le monde peut avoir sa piscine demain matin et faire baigner ses petits-enfants, sans même d'ailleurs savoir nager ni avoir les critères de surveillance. Mais ça, c'est un autre problème qui va en reparler. Oui, je veux dire que sur le plan médical, ça pose pas vraiment de gros problèmes. Ces problèmes-là, ils sont résolus en amont. Moi, je vais peut-être passer là. Oui, ben justement, je voulais venir à la question suivante. C'est focaliser un petit peu plus sur le territoire, bien sûr. Alors, vous ne représentez que le plan d'eau de Saint-Cyr, mais vous êtes au courant des autres plans d'eau, bien évidemment.
en tant que membre du Grand Poitiers, membre élu du Grand Poitiers. Vous présentez peut-être, et puis vous me dites un mot sur les problèmes qu'on a rencontrés ces dernières années, principalement de santé, donc de santé publique, et d'interdiction ou pas de baignade. On passera à la partie sportive un petit peu après. Restons encore dans la partie santé. Qu'est-ce qui se passe dans le Grand Poitiers, tout compte fait? Bonsoir, donc Nicolas Rieu, moi je suis le maire de Beaumont-Saint-Cyr. Donc je vais parler au nom de Beaumont-Saint-Cyr, même si je suis élu du Grand Poitiers. Donc nous, c'est connu, sur Saint-Cyr, on a un problème de prolifération de cyanobactéries qui fait que depuis 3 ans, la baignade à Saint-Cyr n'est pas interdite pour des problèmes de matière fécale, mais pour un problème de prolifération. Pardon, je coupe, mais les cyanobactéries, c'est bien des bactéries. Oui. Parce que longtemps, on a considéré que c'était des algues, tout compte fait, parce que ça arrive en même temps que les Blue Algae, mais c'est bien des bactéries. Oui, et donc c'est différent de ce que vous disiez tout à l'heure. On n'est pas dans la Seine, on n'a pas des problèmes de matière fécale, elles sont bien différentes. Et on voit que sur la Vienne, sur l'ensemble des eaux contrôlées, parce que le sujet c'est que toutes les eaux de baignade ne sont pas forcément contrôlées, et donc on a depuis quelques années une prolifération régulière et constante de cyanobactéries, à la fois dans les eaux courantes, donc ce que vous le disiez, que ce soit sur l'Adu, mais aussi sur les eaux de baignade de la Vienne, donc notamment sur Bonneuil-Matour. Il y en a eu sur le lac de la Forêt à Châtellerault il y a quelques années. Et donc maintenant, c'est autour du lac de Saint-Cyr. Il y a eu l'Appui qui est sur le Grand Poitiers, qui a eu des problèmes de cyanobactéries. Et il y a eu un gros travail de fait avec le service de biodiversité de Grand Poitiers pour travailler à la régulation de la source de pollution en phosphore, parce que le lac de l'Appui est un plan d'eau relativement petit et simple. C'est une alimentation en eau de surface, donc c'est simple à contrôler. Saint-Cyr, si quelqu'un connaît où est l'origine de l'arrivée des eaux de Saint-Cyr, je suis preneur, parce que j'arrive pas à chercher d'où peut venir l'arrivée des eaux. Mais en tout cas, on a une problématique complètement différente sur Saint-Cyr. Saint-Cyr était une des eaux de baignade qui avait un niveau de qualité les meilleurs sur le département de la Vienne. Et du jour au lendemain, on s'est retrouvé effectivement avec une interdiction totale et répétée. Donc cette année, on est encore dans une cycle depuis 2022, on a commencé à avoir des premiers signaux, et ça s'est accéléré au moment de la sécheresse. Je ne fais pas de relation de cause à effet, mais peut-être mais en tout cas, ça s'est accéléré depuis qu'il y a eu les 2 dernières canicules. En tout cas, on a eu un abaissement significatif du volume d'eau sur Saint-Cyr aussi. Et paradoxalement, le retour d'une augmentation de la pluviométrie nous donne l'inverse. On a une accélération de prolifération de cyanobactéries. Donc il n'y a jamais autant d'eau au lac de Saint-Cyr depuis quelques années. Et là, on a une prolifération encore de cyanobactéries. Donc je laisserai, on a un comité d'experts qui est sur le sujet. En tout cas, on voit bien qu'on est extrêmement tributaire, avec des variabilités très fortes. Et nous, sur ces éléments-là, on ne peut pas anticiper le risque lié à des matières fécales, parce qu'on est complètement tributaire de notre environnement. Et le sujet d'un point de vue santé publique, c'est qu'aujourd'hui, les eaux contrôlées de baignade en eau libre qui sont contrôlées, on vous donne les résultats, mais vous avez accès à plein d'eau de baignade non réglementée. Et pour autant, s'il y a des cyanobactéries à Bonneuil-Matour et que vous payez probablement en amont, en aval de Bonneuil-Matour, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de cyanobactéries sur une grande partie de la Vienne, tout cas sur ce secteur-là. Donc il y a bien un sujet d'enjeu de santé publique et de contrôle de la qualité des eaux de baignade, quelle qu'elle soit. Et donc c'est vrai que ces eaux récréatives... Pardon. Oui. Je vous donnerai la parole, bien sûr, tout à l'heure. Laurent, c'est quoi le problème des cyanobactéries en termes de santé? Alors, c'est des bactéries photosynthétiques qui ont... c'est un grand groupe, hein, il y a plein de bactéries différentes, et elles peuvent faire un très grand nombre de toxines, qui sont des composés qui vont poser des problèmes chez les gens qui se baignent. Alors, ça peut être... Donc il faut boire l'eau, alors non, même le fait d'être simplement en contact avec cette eau peut provoquer des problèmes. Alors c'est des astreintes rénales, otulaires, on a des experts dans la salle qui pourront en donner d'autres, mais voilà, on a beaucoup d'atteintes liées à ces toxines, et elles sont extrêmement diverses. Il y a une très grande... c'est la vie, donc c'est la biologie, donc il y a plein de toxines différentes. C'est quasiment les bactéries les plus anciennes
oxygène sur Terre. Exactement, c'est des bactéries voilà, à la base des chloroplastes. Pourquoi elles sont là? C'est toujours très compliqué. On sait que l'azote, le phosphore, le carbone, dans certaines... Non, mais je parlais de dangers. Mais les dangers, c'est vraiment les toxines qui vont provoquer des atteintes différentes. Et c'est pas que chez les humains. Il y a certaines toxines qui peuvent toucher les mammifères. Il y a des chiens. Souvent... je crois que les premiers constats qu'on a eus sur les cyanobactéries en Bretagne, c'était des chiens ou des chevaux qui en mouraient. Alors les chevaux, je crois que c'est un tout petit peu différent. Il y a la décomposition des algues qui faisait il y avait autre chose. D'hydrogène qui faisait que voilà. Mais sur les chiens, effectivement, en priori, ils aiment bien lécher ces cyanobactéries qui sont pour elles un petit peu particulières, celles qui sont à la surface des cailloux. Et les chiens, ils aiment bien lécher ces petits cailloux-là, et donc ils en mangent beaucoup. Et benthiques, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà, ouais. Alors benthiques, c'est celles qui sont dans la couche d'eau, et c'est l'épiphyton qui est sur les surfaces. Si je dis pas de bêtises. Voilà. D'accord. Bon, on revient peut-être à ces côtés à cet aspect santé. On va parler tout à l'heure des mesures de protection qu'on peut mettre en œuvre. Avant, je voudrais peut-être quand même qu'on fasse un petit crochet vers les sportifs, avec notre prof de sport à la retraite de la faculté des sports de Poitiers, qui va se présenter, bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans la diminution de la fréquence des baignades en rivière et en eau douce, d'une manière générale, des problèmes de risque plus aigus de risque de noyade, par exemple, plus aigus qu'en piscine, évidemment, ou même que sur le littoral. Est-ce qu'il faut des capacités un peu particulières, tout compte fait, pour se baigner en rivière par rapport aux baignades en piscine, par exemple? Tout à fait. Et, vous présentez. Vous avez tout à fait raison, dans la mesure, mais malheureusement, en fait, c'est l'inverse qui se produit. Vous présentez. Alors, je m'appelle Patrice Cua, je suis professeur d'éducation physique à la faculté des sciences du sport. Ma spécialité, comme vous devez vous en douter, c'était la natation, et particulièrement le sauvetage nautique. Avant de commencer mon exposé, je vais simplement vous rappeler. Alors, je pense que vous êtes presque parmi le public, il n'y a que des poids de vin. Simplement faire un peu d'histoire, où, quand j'avais 12 ans, il y avait 4 baignades sur le Clin, d'accord, au niveau des cours. Vous vous en souvenez? Non, mais alors, en partant, vous n'êtes pas le plus vieux de l'assistance. Voilà, absolument. Il y a pire. Ça se voit tant que ça? Non, il y a pire. En partant du pont Saint-Cyprien, si on remontait vers Saint-Benoît, il y avait donc une piscine qu'on appelait la piscine militaire. Puis après, il y avait Taffé. Et après, il y avait Joutot. J'ai des piscines d'eau de Clin, c'est ça? Et on était tous dans le Clin. Et à entendre mes prédécesseurs, on ne s'est jamais intéressé à la qualité de l'eau. La seule indication qu'on avait à cette époque-là, c'était la température. Vous vous souvenez de ça? Oui, mais souvent c'est lié, température et qualité. Oui, mais l'eau, je me souviens que l'eau était toujours un petit peu fraîche. D'accord? Bien. Et dans ces baignades, en fait, la configuration donc, de ces équipements ne permettait pas la natation qu'on va appeler la natation sportive. Alors on est très loin de Léon Marchand, évidemment, mais en fait, on ne pouvait pas nager. On se baignait et on ne pouvait pas nager parce que, la visibilité n'est pas toujours très nette. Il y a quand même beaucoup de particules en suspension. 2, il n'y avait pas de marquage au sol. Donc, on ne savait pas trop où on allait, effectivement. D'accord. Et en plus, on était très sensible, les baignades étaient très sensibles aux conditions atmosphériques. À savoir que quand il pleuvait, ce n'était pas très agréable. Il y avait cependant, dans ces 3 piscines-là, ce qu'on appelait des bassins. Non, ces baignades, pardon. Il y avait donc des bassins qu'on appelait des bassins d'apprentissage, qui étaient des bassins flottants avec un fond plan, où il y avait à une extrémité 1 mètre, 1 mètre 10 d'eau et 40 cm de l'autre côté. Et des générations d'enfants ont pratiqué la natation dans ces conditions-là. Et il y avait une surveillance quand même alors, ou pas? Et il y avait effectivement une surveillance,
Et ces établissements-là étaient privés. Ah bon. Fallait payer pour aller se baigner. Absolument. Ah bon. Alors, Combien, je me souviens plus du droit d'entrée, mais c'était payant parce qu'il y avait un aménagement, donc à part le bassin d'apprentissage, mais il y avait des plongeoires, il y avait des roues. Les toboggans, ça n'existait pas trop. De par ma profession, j'ai été donc enseignant, responsable de la formation des BNSSA. Alors, il existe 3 diplômes dans la surveillance. Le premier, c'est ce qu'on appelle le surveillant de baignade, qui permet à des moniteurs de colonies de vacances de surveiller l'activité nautique des jeunes colons. Le deuxième, c'est le BNSSA, le brevet national de sauvetage et de sécurité aquatique. Et le troisième, c'est le brevet de maître nageur. J'ai formé pendant longtemps... Même actuellement, c'est encore comme ça. Ça marche toujours comme ça. J'ai formé pendant très longtemps une 50aine d'étudiants. Alors, la faculté des sciences du sport, évidemment, c'est des sportifs. Il y avait quand même pas mal de nageurs. Donc, on formait des étudiants à la sécurité et notamment au BNSSA. Et parmi ces étudiants-là, un bon nombre d'entre eux allaient surveiller, comme job d'été, c'était un job d'été relativement facile, allaient surveiller les plans d'eau et les rivières qui avaient refait, entre guillemets, surface après un temps de désertification, si on peut dire. C'est-à-dire qu'après les années 60, les baignades ont disparu. Et là, c'est d'une part, je crois, l'avènement des piscines. Si on prend par exemple l'exemple de Poitiers, la piscine de la Ganterie est née en 1964 et 2 ans avant, c'était la piscine de Châtellerault. Qui était la première de la Vienne, oui. Absolument. Oui. Pardon, vous vouliez parler? Non. Oui. Bah, allez-y. Jongle. Ah, non, mais je trouvais que ce que vous disiez était très intéressant. Je voulais rebondir, c'est que tout à l'heure, Bernard, tu posais la question sur ce qui a changé. Et la réglementation a un petit peu changé au début des années 2000. C'est qu'il y avait avant une limite sur la visibilité. Et on disait qu'on ne pouvait pas se baigner dans une zone de baignade quand il y avait une visibilité sous l'eau inférieure à 1 mètre. Oui. J'imagine que si quelqu'un tombe au fond, pour le maître nageur, c'est pour le retrouver facilement. Et ben cette réglementation n'existe plus. Oui. Alors, c'est la situation est délicate parce que mon expérience montre qu'effectivement, alors je vous prie de m'excuser de cette année, c'est pas une anecdote, c'est une triste réalité, c'est qu'il nous est arrivé de trouver des gens noyés avec les pieds. Avec les pieds. Avec les pieds. Avec les pieds. Personne ne s'était rendu compte et donc le baigneur se disait tiens et on sortait quelqu'un. Voilà, parce qu'il y a des... La turbidité était telle qu'on ne voyait pas, alors que dans une piscine, évidemment, on voit. Oui. Alors peut-être que c'est une des raisons pour comment dire, la désertification des zones de baignade en eau naturelle. Voilà. C'est vrai que dans les années 110, 80, 90 même, on oui. y revient un petit peu maintenant, mais on en parlera tout à l'heure. Oui, mais il y a aussi des piscines, évidemment. Voilà, mais il faut bien reconnaître, donc moi j'ai beaucoup nagé en piscine, évidemment, j'ai enseigné beaucoup en piscine, mais la baignade, c'est le rêve. C'est le rêve pour une famille, c'est le rêve pour les enfants, c'est la liberté, c'est la nature, c'est la baignade. Et il y a très très peu de réglementation, contrairement à la réglementation qu'il peut y avoir dans une piscine. Réglementation en termes de surveillance, je veux dire. Et de qualité d'eau. De tenue, théoriquement, vous êtes obligé de prendre une douche, vous devez avoir un bonnet, il vous faut la plupart du temps des lunettes, vous n'avez pas toujours forcément accès à du matériel comme une bouée. Et ça, les baignades, monsieur le maire, c'est pas comme ça. Les ceintures de natation n'existaient pas, ou quand elles existaient, c'était des bouchons en liège. Et en ce qui concerne le matériel de flottaison ludique, c'était des bouées de voiture. Enfin, des bouées de pneus des chambres à air, ça y est, pardon. Des chambres à air, oui. C'était des chambres à air. Oui, bien sûr. Puis il y avait aussi la liberté de pêcher les écrevisses et tout. C'est pas la peine d'aller à la piscine municipale avec une chambre à air autour du... Ok. Voilà. On va revenir. Oui, allez-y. Non, je voulais simplement terminer. Donc, oui. Après, si vous voulez, effectivement, il y a quand même, si c'est le rêve, la baignade, il y a quand même des accidents des noyades en milieu naturel. Et si vous voulez, dans la conversation, dans le débat, on pourra voir comment éventuellement on peut y pallier un peu. Mais à Saint-Cyr, par exemple, c'est rare quand même. Je me souviens de cas signalés par la presse, mais
Alors, je ne parle pas dans cette période, évidemment, puisque la baignade est fermée. Mais, il n'y a pas d'écart entre les cas signalés par la presse et la réalité. Je veux dire, les noyades à Saint-Cyr sont extrêmement rares. Enfin, moi, je suis maire depuis 10 ans sur Beaumont-Saint-Cyr. Je crois que j'ai dû avoir 2 ou 3 morts par noyade au lac de Saint-Cyr par rapport à 5000 personnes jour en période estivale qui vont au lac. Relativisons enfin, en tout cas, sur Saint-Cyr, le risque, il est extrêmement maîtrisé et il n'y a pas de sujet sur cette thématique des noyades à Saint-Cyr. D'accord. OK, bon, très bien. On reviendra probablement sur ces questions de bien-être, de liberté. Je pense à la pêche aux écrevisses aussi, quand il y avait des écrevisses sur les racines d'arbres, dans les baignades, on ramassait les écrevisses. Si maintenant il n'y a plus d'écrevisses, je veux dire. Alors, c'est pour une autre raison. Bon, on va revenir quand même, et je voudrais peut-être m'appuyer sur le cas de Paris, parce que vous êtes venu aussi pour ça, hein, pour ce qui s'est passé cet été, ce qui s'est bien passé d'ailleurs. Et puis tous les moyens énormes qui ont été mis pour protéger la qualité de la Seine. Donc, et après, on parlera des moyens qu'on met pour protéger la qualité de nos baignades localement sur le territoire. Mais on revient à Paris alors. Et à l'eau de la Seine, bon, il y a eu polémique ou pas, je ne sais pas si on peut parler vraiment de polémique, parce que si on compare avec ce qui s'est passé peut-être au Brésil ou ailleurs dans d'autres pays, les eaux étaient peut-être encore plus polluées ou moins bonnes, on va dire, que celles de la Seine. Il y a eu beaucoup de tapage autour de ça. Il y a eu beaucoup de médias même le matin, on nous disait à 6h du matin, peut-être qu'elle sera baignade tout à l'heure à 9h. Explique-nous un peu, Laurent, comment ça s'est passé, tout ça. C'est long, évidemment, mais en essayant de résumer, bien sûr. Après, les questions viendront probablement là-dessus aussi. Alors, pourquoi ça fait autant de bruit? Je ne sais pas trop. Comparer avec les autres endroits, juste pour répondre rapidement à tes petites remarques, comparer avec d'autres endroits, c'est compliqué parce que Rio, c'est une autre région, d'autres réglementations. Donc, c'était probablement peut-être plus sale en prenant, en comparant. Mais je prends juste un exemple. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un article dans Le Monde disant, mon Dieu, l'eau à Miami est vraiment extrêmement sale, c'est vraiment terrible. Et en disant, ils ont dépassé des limites de 250 Escherichia coli par litre. Ce qui nous fait en Europe une eau d'excellente qualité, mais chez eux, c'est une eau dégradée. Donc le monde disait, mon Dieu, quelle eau dégradée à Miami, sachant que c'était bien pour nous une eau d'excellente qualité. Donc c'est toujours difficile sur l'appréciation. D'accord. Voilà. Okay. Alors, pourquoi on a un dispositif aussi lourd sur Paris? Parce que cette zone de baignade, elle est un peu particulière, elle est sur une rivière. Donc l'eau que l'on va contrôler, c'est pas l'eau dans laquelle on se baigne, puisque l'eau, elle passe par définition son temps à avancer. Et ça m'amène à une autre explication que j'ai pas faite tout à l'heure, qui est que les indicateurs, le suivi des indicateurs fécaux, ce sont des méthodes historiques qui ont été un peu proposées au début du siècle dernier, et puis qui sont un petit peu améliorées, mais qui sont toujours restées sur le même principe, qui est que on va prendre de l'eau et on va mettre cette eau, après l'avoir filtrée, ou voilà, peu importe, dans un milieu où les bactéries qui nous intéressent vont pouvoir pousser. Et ensuite, on va compter très grossièrement le nombre de bactéries qui nous intéressaient. Elles se développent en colonies. Exactement. Donc et on compte les colonies. Exactement. Il y a tellement de bactéries sur une petite zone, parce qu'elles ont pu se multiplier, qu'on va pouvoir compter la colonie. Et si on a une colonie, donc c'est des milliards de bactéries, ça veut dire qu'au départ, on avait au moins une bactérie. Et donc, on va pas dire, dans cette eau, j'avais une colonie. Ça veut dire que j'avais une bactérie dans mes 100 millilitres précédentes. Et ce qui me fait dire que depuis tout à l'heure, je dis par litre, mais c'est par 100 millilitres, excusez-moi. Certains ont pu me corriger. Et donc, cette méthode, comme on a besoin que les bactéries se multiplient, eh bien, on va être obligé d'attendre un certain temps. On va mettre la boîte dans une étuve à une température que les bactéries aiment bien, donc 36 degrés. Enfin 37 en vrai, mais voilà. Et c'est très long, ça met 24 heures, et voire même pour confirmer que c'était bien des colonies qui nous intéressaient, et pas d'autres colonies qui auraient un peu poussé là par hasard, eh bien ça me met jusqu'à 48 heures. Ce qui veut donc dire que j'ai pris de l'eau le lundi, et je n'aurai le résultat à savoir si cette eau-là, elle était baignade que le lendemain matin. Le mardi. Et le problème, c'est que... Le mal est fait, quoi. Enfin, l'eau est passée. Déjà, le mal est fait si les gens sont baignés le lundi matin, mais c'est surtout que dans un lac, on va pouvoir dire qu'il y a dans le littoral, l'eau, sauf événement pluvieux ou très important, normalement, ou marée, il n'y a pas de changement drastique de la qualité de l'eau, c'est à peu près régulier. Mais sur une rivière, on n'est pas à l'abri qu'il y ait pu avoir un déversement quelques kilomètres en aval, et que l'eau qui était très très bien le lundi matin soit très mauvaise le mardi matin. Donc,
C'est pour ça qu'on avait un dispositif très lourd et très compliqué où on avait réduit au minimum le temps d'analyse. Donc on faisait des prélèvements à 5 heures du matin et pour que le lendemain à 5 heures du matin, on puisse dire l'eau d'hier à 5 heures du matin était de bonne qualité. Et puis qu'ils puissent bien faire leurs épreuves, les épreuves avaient lieu à 9h ou 9h30. Et donc, comme ils rentraient dans l'eau pour s'entraîner un petit peu avant, il fallait qu'à 7h du matin, les fédérations, qui pour le coup étaient les seuls responsables avec les organisateurs de la baignade ou de la non-baignade, c'est la fédération internationale, la vous avez une idée, la FINA, Fédération internationale de natation, voilà. Voilà, ouais, alors c'est pas français, c'est international, mais voilà, qui a sa propre réglementation. Eux, ils sont pas sur 900, ils sont sur 1000. En nage libre, là, c'est FINA, je crois, c'est ça. Ouais. Okay. Et qui a d'ailleurs leur propre réglementation qui est un tout petit peu différente. Je vous disais 900, mais eux, c'était 1000. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas loin, mais ça, pour montrer que c'est compliqué. Bref, eux, ils voulaient les chiffres tôt le matin pour décider si c'était possible ou pas. Donc, on avait le laboratoire d'analyse de Paris, la ville de Paris nous avait confié cette mission. On faisait des prélèvements. On avait des préleveurs qui allaient à 5 heures du matin chercher des échantillons. On mesurait les colis entérocoques. On avait des gens qui venaient lire les boîtes à 5 heures du matin pour transférer les résultats à une réunion où dedans il y avait les fédérations, les organisateurs, donc les Jeux Olympiques et puis quelques représentants de la ville pour dire c'est bon, la qualité est bonne, on peut se baigner. Mais c'était quand même un tout petit peu, je dirais, vous pouvez me dire c'est un peu limité, quoi. Si s'est passé quelque chose, on l'a pas vu. Donc on avait d'autres systèmes qui étaient mis en place. On avait des capteurs que vous avez peut-être entendu parler, parce qu'en 2023, ces capteurs qu'on a mis, c'est des capteurs un peu automatiques qui vont prendre un petit peu d'eau et qui vont regarder s'il y a en gros des bactéries. Alors, ils ne donnent pas vraiment une réponse sur la culture, mais ils nous permettent de regarder si la qualité d'eau est constante ou si elle s'est dégradée. Donc, ces capteurs permettaient de se dire, tiens, on a vu, il y a une vague qui est arrivée, la qualité de l'eau s'est très fortement dégradée. Donc, on n'a pas encore le résultat des prélèvements de ce matin, mais on sait que la qualité est dégradée. Ils vont faire attention au moment de l'analyse, enfin de la réunion préparatoire, pour se dire, OK, les résultats d'hier soir étaient bons, mais ce matin, on a senti avec les capteurs une dégradation, on fera attention. Fort heureusement, il ne s'est pas passé ce type d'événement, donc les choses se sont plutôt bien passées. J'ouvre une parenthèse, juste, on continuera ensuite sur ce sujet. 24 heures ou 48 heures pour faire une analyse microbiologique, comme Pasteur la faisait peut-être. Tout à fait. Hein. J'ai cru comprendre, j'ai cru lire, enfin j'en suis sûr, qu'il y a quand même des méthodes qui peuvent être plus rapides. Oui. Beaucoup plus rapides. Oui. Pas cytométrie, ADN, PS, ARN, donc toutes les méthodes biochimiques. Oui. Pourquoi on n'a pas utilisé ça pour suivre la qualité des eaux à Paris alors ? Eh bien parce qu'il y a une réglementation et que la réglementation, elle nous dit que pour suivre la qualité de baignade, elle nous dit c'est cette méthode-là que vous utilisez, qui est la méthode ISO 9308-1, si on rentre dans les détails. Il y a une version 2, et puis là c'est plutôt la version 3 même qu'on utilise, enfin c'est -3, c'est la partie 3, parce qu'en fait je vous ai dit sur boîte, mais en vrai c'est sur des microplaques, parce qu'on gagne un peu de temps, on fait des microplaques, c'est-à-dire qu'en fait on va diviser notre échantillon en plein de petits sous-échantillons, puis ils seront plus ou moins positifs, et on va faire une loi de le but est quand même toujours de faire gagner un peu de temps, développer les bactéries sur un milieu de culture. Exactement. Et vous avez remarqué, j'ai dit que nous, normalement, c'est 24, même 48 heures, mais donc ça, c'est les microplaques demandées par la réglementation baignade. C'est normalement des plaques 48 heures. Donc on peut avoir une équivalence avec des plaques avec de façon un peu différente qui nous permettent de gagner une journée. Donc on a le résultat en 24 heures. D'accord. Mais ce que je comprends pas, c'est que effectivement, il y a des méthodes réglementaires, mais pour vous, ceux qui contrôlez la qualité de l'eau, vous pouviez peut-être mettre en œuvre ces méthodes beaucoup plus rapides. Quand on fait aujourd'hui de l'ADN environnemental, on doit être capable de faire de l'ADN de n'importe quel micro-organisme. Ah oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en parallèle ? En plus, on est des grands promoteurs de la biologie moléculaire. Alors pourquoi on l'a pas fait ? Parce qu'on avait ces capteurs qui étaient automatiques et qui permettaient de donner les résultats en une vingtaine de minutes. Donc c'était quand même vraiment pour nous pratique. Et d'un point de vue très terre à terre, c'est des capteurs qui sont automatiques, donc ça évitait d'envoyer du personnel parce qu'on avait quand même, il faut imaginer que pour aller faire des prélèvements en scène, c'est au moins 2 personnes, puisque les gens pourraient tomber et se noyer. Donc quand on envoyait des gens à 5 heures du matin, il fait encore nuit, et donc si quelqu'un tombe dans l'eau, c'était 2 préleveurs qui allaient. Ensuite, les 2 préleveurs ramenaient au laboratoire. Dans le laboratoire, il y a des règles où les gens ne peuvent pas travailler tout seuls, sauf s'ils ont des éléments. Donc en fait, ça fait vite beaucoup de personnel qui travaille de nuit, qui s'est levé à minuit, qui donc demande, voilà. Donc
Tout ça fait qu'il faut essayer d'alléger le plus possible le dispositif. La biologie moléculaire, c'est effectivement très rapide, mais ça demande du personnel qui est qualifié un peu différemment ou un peu plus qualifié. Donc, et des équipements plus chers. Ouais, des équipements, alors ça on l'avait, mais voilà. Donc pour tout un tas de raisons, je dirais plutôt organisationnelles, on s'est plutôt basé sur ces capteurs automatiques et ces méthodes réglementaires, qui pour le coup ne pouvaient pas s'en affranchir, qui permettaient d'avoir ce dispositif. Quand il y aura les baignades de cette année, ça sera un peu différent. Contrôle. Alors après, il y a eu toute la partie protection. Alors, la partie protection, alors qui était pour le coup pas du tout, je redis avant, oui, c'est écrit que j'étais du Grand Paris, mais je suis d'Haut de Paris, ça n'a rien à voir. Alors pour le coup, c'est pas du tout de Paris qui gérait, mais c'est effectivement, il y a eu plein de réunions, c'était un vrai projet, je dirais, rassemblant bien les gens qui sont en charge de les eaux usées. Donc en Paris, c'est principalement le SIAP, mais pas que. Il y a des gens de la SOR, que vous avez peut-être vu mardi, qui étaient présentes. Il y a des gens de Suez, il y a des gens d'autres endroits et qui vont s'occuper des stations d'épuration qui rejettent. Il y avait les départements, puisque l'une des principales causes du fait qu'on ait une Seine qui est de mauvaise qualité, parce que les stations sont quand même beaucoup améliorées. Je reviens juste après de pourquoi c'est pas encore parfait, mais les stations sont bien améliorées, elles traitent quand même plutôt correctement l'eau, mais il y a des mauvais branchements. Il y a plusieurs dizaines de milliers de logements, de maisons individuelles qui, au lieu d'être reliés au tout à l'égout, sont reliés sur les déversoirs d'orage. Ou directement à la Seine, etc. Et donc ces mauvais branchements, il fallait tous les corriger et ça a été sur les de la Cité, par exemple, non ? Alors non, il y en a. Ces mauvais branchements, ils n'étaient pas vraiment situés dans Paris intramuros, ils étaient beaucoup plus situés sur la boucle de la Marne, qui est en amont. Okay. Donc l'agence de l'eau Seine-Normandie a fait un grand effort d'aide au financement pour que les gens se raccordent à tout à l'égout. Dès que les gens vendent leur maison, vous savez que c'est obligatoire, mais les gens ne vont pas vendre leur maison entre 4 ans avant les Jeux Olympiques et les Jeux Olympiques. Donc ça a été vraiment un effort important. Tout n'a pas été fait. Puis on a identifié. Alors nous, pareil, on a fait des campagnes de mesures assez de recherche. On avait en bateau, on prenait tous les 500 mètres sur la Seine, on prenait un flacon. On a fait ça avec les gens de l'équipe Métis de Jean-Marie Mouchel, qu'il faut rendre le truc. Donc ils étaient sur un petit bateau, on prenait tous les 500 mètres avec un GPS, on prenait un flacon et puis on a fait ça sur 20 km, donc ça faisait 40 flaconnages sur la Marne, 40 flaconnages sur la Seine avant la confluence et 40 flaconnages en gros après la confluence sur 2 jours. Et ensuite on a tout analysé en microplaques et ça me permettait de voir des endroits où d'un seul coup on avait des rejets qui montaient. Et je donne un exemple parce que c'est illustratif. Il y avait un endroit qui était juste après le rejet de Valenton où la qualité se dégradait. On s'est dit tiens, c'est marrant, le rejet de Valenton est finalement pas très bonne qualité. Mais finalement c'était pas vrai. En regardant bien mieux, c'était finalement un déversoir d'orage qui était situé 500 mètres plus loin. Oui, j'allais parler justement de ça. Qui est le French Choisy, qui avait une qualité très dégradée. Il rejetait en permanence. Normalement, un déversoir d'orage, par définition, il doit rejeter de l'eau quand il a plu. C'est pour ça peut-être qu'un jour on a reporté les épreuves de nage libre parce qu'il avait beaucoup plu. Oui. Vous vous souvenez de ça, et on a été obligé de les reporter. Enfin, ils ont été obligés de les reporter. Tout à fait. Pour des questions de qualité. Exactement. Et il y avait des problèmes d'eau pluviale là. Tout à fait. Là, c'est un problème de. Dès qu'il pleuvait, de toute façon, il s'était déjà prévu. Et on sait dans le futur, dès qu'il pleut, qu'on a une pluie assez importante, la qualité de l'eau se dégrade parce que, pour pas détruire l'outil industriel, l'égout, et choses comme ça, on va pas le laisser le monter en pression. Donc, on ouvre des déversoirs d'orage qui vont permettre à de l'eau qui normalement on ne devrait pas être trop d'eau usée, mais parce qu'on comme on a des réseaux mélangés, on a quand même un peu d'eau usée qui se retrouve. C'est pour ça qu'ils ont fabriqué cet énorme bassin au Serlis qui a beaucoup fait parler de lui, qui était un bassin de stockage en disant quand il pleut, au lieu de rejeter dès qu'on a une pluie de quelques millimètres, on est obligé de rejeter l'environnement, on peut stocker un peu cette eau et puis ça permet d'attendre pour la rejeter ou de pouvoir la renvoyer plus tard et retraiter. D'où c'était une suite des travaux. Voilà. Et puis les gens des stations d'épuration. Alors normalement, mais tu sais ça mieux que moi, les stations d'épuration en France, elles sont rarement équipées de traitement tertiaire, c'est-à-dire de traitement de désinfection. Ce qu'on demande aux stations d'épuration, c'est d'enlever le carbone, l'azote, le phosphore, un peu des fois les micropolluants, mais généralement on leur demande pas trop de s'intéresser aux micro-organismes pathogènes, sauf quand derrière la station, il y a de la conchyliculture. Parce que, comme vous avez entendu parler, les huîtres... Ou de la baignade en mer. Exactement. Dans ces cas-là, on va mettre une désinfection, soit par UV, généralement, soit par UV, parce qu'avant, les gens ils mettaient un peu du chlore, mais ce n'était pas une très bonne idée. Voilà. Et donc, les stations du SIAP, principalement, se sont mis à traiter leurs rejets avec un traitement tertiaire pendant la période d'été pour mieux maîtriser
éventuels pathogènes qui rejetaient, enfin les éventuels, il y en a forcément, donc les pathogènes qui rejetaient. Alors eux, ils ont utilisé des UV sur la Marne et sur la Seine, c'était l'acide peracétique, qui est encore un traitement un petit peu expérimental, je dirais, mais qui permet de traiter ces micro-organismes. Quand même de la chimie. Hein. Voilà, exactement. Est-ce qu'à Lattu, Beaumont-Saint-Cyr, excusez-moi. Mais à Saint-Cyr, donc, c'est pas le maire de Lattu qu'on a avec nous, c'est le maire de Beaumont-Saint-Cyr. Est-ce qu'il y a aussi de la mise en œuvre de mesures de protection du plan d'eau? On revient à notre plan d'eau local, bien sûr, notamment pour se protéger des cyanobactéries ou du développement des cyanobactéries. Et est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce que vous m'avez parlé tout à l'heure d'un conseil scientifique, d'un comité scientifique que vous aviez mis en place justement pour suivre ces problèmes? Vous pouvez nous dire un petit mot quand même là-dessus, peut-être? Donc, par rapport aux cyanobactéries, sous réserve des scientifiques qui m'accompagnent, aujourd'hui, on ne sait pas traiter, contrairement aux matières fécales, on ne sait pas traiter la problématique phosphore et qui se transforme, qui fait prolifération des cyanobactéries. Donc il n'y a aucun procédé miraculeux qui permet d'enlever les cyanobactéries présentes dans l'eau. D'accord, oui. Donc ce qui veut dire en termes de protection. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas protéger au sens où on l'entend à Haute-Paris et sur la Seine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger par anticipation l'arrivée de cyanobactéries parce que, par principe, on ne fait que les subir. Donc, en fin de compte, le vrai sujet, c'est que, comme on a des analyses en amont des périodes légales de baignade sur les plans d'eau, donc on a une tendance en fin d'hiver qui nous dit si on voit une prolifération, une augmentation des cyanobactéries. Et donc, ce qui fait qu'on a une tendance. Donc, soit on est bon, soit on sait qu'on est déjà très mauvais quand l'eau n'est pas très chaude. Donc, si on est mauvais quand l'eau n'est pas très chaude, dès que l'eau monte en température, forcément, elle sera très mauvaise parce que le réchauffement de l'eau va le faire. Et donc, la réalité, nous, sur Saint-Cyr, c'est que comme on ne connaît pas l'origine des arrivées d'eau, enfin, en tout cas, ce n'est pas aussi mathématique ou aussi scientifique qu'on le voudrait, l'objectif, c'est de diagnostiquer la proportion de phosphore. Et donc, le comité scientifique qui est en place au niveau du lac de Saint-Cyr depuis 2 ans a pour objectif d'évaluer scientifiquement les origines, en tout cas les concentrations en phosphore, contenu à la fois dans les sédiments, donc c'est ce qui est en train d'être juste fait, donc les analyses vont être partagées très bientôt. Là, vous m'avez dit que vous étiez assez rassuré là-dessus. En tout cas, le sujet, il y a des seuils qui font que, au-delà d'un certain seuil, la présence de phosphore dans les sédiments fait qu'on aurait un phénomène de non-réversibilité, en tout cas de pollution sur le long terme. C'est-à-dire qu'au-delà de 500, j'ai plus l'unité. Monsieur Amanowski, je ne vais pas lui dire en tête, mais il y a un seuil de 500 qui fait qu'au-delà de 500, la communauté scientifique s'accorde pour dire que la réversibilité, en tout cas le milieu, n'est pas capable de se réguler par lui-même. Donc on est sur une pollution sur le long terme de plusieurs dizaines d'années, clairement. Et donc quand on est en dessous de ces données-là, ça veut dire qu'on peut espérer qu'on arrive par une étude... Ça veut dire que vous avez eu l'idée de curer éventuellement comme ils l'ont fait à Puy, par exemple. C'est techniquement et financièrement déraisonnable d'envisager de curer le lac de Saint-Cyr. Ça se fait ça s'est fait à l'appui. Ça s'est fait à l'appui parce qu'on est sur une masse d'eau petite. Nous, il y a 80 hectares donc c'est impossible. Donc c'était pas l'idée que vous aviez au départ. Non, c'est pas l'idée. Donc nous, l'idée, c'était bien de diagnostiquer quelle est la concentration en phosphore, déjà pour s'assurer en approche purement scientifique, est-ce qu'on a du relargage par les sédiments de phosphore dans l'eau qui accélère ou pas. Et donc le sujet, c'est cette première étape-là. Et deuxième étape, c'est en fonction de ces résultats qui vont sortir, de savoir s'il y a des possibilités d'arrivée d'eau qui viendraient de tout le bassin versant, parce qu'on a le Clin qui est à côté, il y a des débordements de Clin, il y a la réserve du Pinail. Alors on est plutôt, tendance à dire, on est plutôt sur un bassin préservé. Bon, enfin, le Pinail, c'est... Voilà. Non, théoriquement, donc théoriquement, on est sur une zone Ramsar, donc on est plutôt sur des arrivées d'eau qui devraient être plutôt saines. Donc on a quand même un... Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de regarder tous les éléments et donc plutôt de diagnostiquer avant de dire qu'est-ce qu'on peut faire, parce que la réalité, c'est que personne aujourd'hui, enfin en tout cas sur les scientifiques qu'on partage, on ne sait pas trouver une solution qui règle le problème, pour être extrêmement franc et transparent. Donc c'est plutôt de régler l'arrivée de phosphore dans l'eau pour éviter la prolifération de phosphore. Donc c'est comme ça qu'on procède. Donc d'une manière logique, tout compte fait, c'est bien d'avoir un conseil scientifique logique comme ça. Bravo. Vous cherchez à comprendre avant d'essayer de mettre en œuvre
peut-être des périmètres de protection, je ne sais pas, ou peut-être des traitements sur les eaux qui arrivent. C'est un peu compliqué, je suppose, parce que c'est pas canalisé. Hein. Donc, mais vous cherchez à comprendre pour le moment ce qui se passe, quoi. Parce que ça fait 3 ans que vous êtes bloqué. Ça fait 3 ans où on a besoin, parce que le temps de la décision politique, le temps de la décision scientifique met toujours un peu de temps. On est aussi tributaire d'un certain nombre d'éléments. Le maire que je suis a juste le pouvoir de police d'interdire la baignade. Donc je ne suis pas l'exploitant de l'eau. Par contre, c'est moi qui régule la sécurité publique, donc qui interdit quand l'ARS me dit qu'il faut interdire. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ce décalage entre le propriétaire, et on a fait un changement de propriétaire il y a 1 an, donc c'est plus facile. La puissance publique a repris la main à Saint-Cyr depuis 1 an, donc c'est pour ça que le comité Zurich a plus de légitimité, parce que dorénavant, c'est la collectivité publique qui est exploitant, donc forcément, on a plus de moyens de mise en œuvre. Ok, donc on n'est pas complètement sorti d'auberge pour voir les baignades en rivière se développer, ou en plan d'eau d'une manière générale dans les années qui viennent. Thierry, justement, à ce sujet-là, on peut se poser la question, on arrive presque à la conclusion, pas tout à fait encore, mais on peut se poser la question à ce moment-là, ainsi qu'à vous, chers collègues, que va devenir la baignade en rivière et en plan d'eau? Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer à baisser parce qu'il y a le changement climatique, donc la température de l'eau qui va augmenter, les débits des rivières qui vont diminuer, peut-être les niveaux des plans d'eau qui vont diminuer, même si ce n'est pas le cas actuellement. Il y a le changement climatique, il y a aussi peut-être les gens qui sont un peu moins résistants qu'ils l'étaient par le passé. Ça, vous pouvez peut-être en dire un mot, Thierry, là-dessus. Et puis peut-être aussi la sécurité de noyade, etc. Mais qui peut se développer, elle, par contre, parce qu'on peut mettre plus de maîtres nageurs ou équivalents sur les sites. Thierry. Oui, 2 choses. Je pense qu'il y a un phénomène qui n'a échappé à personne, c'est le réchauffement climatique. Donc il est évident que les gens vont naturellement maintenant aller vers la rivière, vers l'eau de baignade. Et ces baignades, elles sont tout à fait différentes de nager en piscine. Nager en piscine, c'est un temps court. On va nager entre midi et 2. On va nager. On va faire du sport. On va pas se rafraîchir. On va faire de l'escalade. Maintenant, c'est voilà. Mais donc la baignade, on y va en famille avec papy, mamie, la tata, etc. On passe l'après-midi, voire la journée. Et là, on est au bord de l'eau, au bord de la rivière. Éventuellement, quelqu'un qui peut aller pêcher. Il y en a un qui met une barque. Il y a un kayak qui passe. On peut voir les oiseaux passer, le martin pêcheur. Ça n'a rien à voir. C'est d'une richesse familiale en termes de tribus, comme dit. Voilà, c'est très important. Donc, je pense que les piscines, quelles qu'elles soient, et encore plus les piscines familiales qu'on aura chez eux, il n'y aura pas ce côté-là de tribu, ni le rapport au milieu. Et on a vu que pour mieux comprendre les rivières dans les inondations, il faut vivre la rivière, il faut comprendre qu'elle monte, qu'elle descend, et donc il faut s'en approcher, il faut la voir, il faut passer dessus tous les jours, il faut la vivre, il faut aller à la pêche quand on est gamin. Donc je pense qu'il y a une vraie tendance, comme les écotrails, à revenir vers la nature, c'est évident. Donc on ne va pas empêcher, et je pense qu'il ne faut pas empêcher. Par contre, en termes de sécurité, on voit qu'on améliore énormément les rejets dans les steppes, etc. Mais je pense que les gens vont avoir vraiment de plus en plus besoin, et même pour nous, si on veut leur faire comprendre l'intérêt de l'eau, c'était quand même le rôle de cette semaine, il faut qu'ils participent à l'eau et qu'ils la comprennent. Les inondations, on ne peut pas prévenir l'inondation. Ils nous ont expliqué que les digues, les barrages, ça ne marchait pas. Oui, ils ont bien expliqué ça mardi. Oui, donc là, ça va être une prévention et une compréhension individuelle. Donc il faut qu'on ait ce lien avec l'eau. Et avec le réchauffement climatique, je pense que les gens auront de plus en plus. Par contre, on va avoir, et là c'est Patrice qui va en parler, c'est pas du tout la même chose de nager, d'avoir appris à nager en piscine et de nager en rivière. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont appris à nager à leurs enfants à 5 ans ou à 6 ans et qui font 25 mètres dans un bassin dont le fond est clair et on peut s'accrocher, ça va être totalement différent, et ça Patrice va le dire, de se baigner en rivière. Et il faut définir que ce qu'on doit apprendre à nager. Qu'est-ce que ça veut dire nager? Est-ce que ça veut dire faire 20 mètres? Est-ce que ça veut dire faire la piscine en travers dans la piscine de tonton qu'il a construite l'année dernière? Ou est-ce que ça veut dire être capable quand il y a de l'eau, du courant? Et ça, je vais passer à Patrice, parce qu'en termes de sécurité, je pense que c'est vraiment très important. Merci, collègue.
Effectivement, la notion de savoir nager commence à devenir importante. Il faut savoir, par exemple, que les statistiques de l'éducation nationale montrent que 30% des élèves entrant en 6e ne savent pas nager. Nous sommes quand même en 2024. Il y a 36 piscines dans le département de la Vienne, piscines municipales intérieures et extérieures, et il y a 5 piscines à Poitiers. Monsieur le maire de Beaumont, vous parlerez sûrement mieux que moi pas du coût social, mais du rôle social des baignades. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que quand on est à l'adolescence, aux alentours de 14 ans jusqu'à 25 ans, puis après 50 ans, il est plus facile, quand on ne sait pas nager, d'aller dans une baignade où on aura de l'eau jusqu'à la taille. On se sentira beaucoup moins ridicule que d'aller à la piscine et aller dans le bassin d'apprentissage, avec de l'eau jusqu'au ventre. Oui, mais il y a un risque quand même après. Eh oui, mais c'est comme ça. Et effectivement, tout à l'heure, je vous parlais donc de mon expérience quand j'étais gamin. On est allé des baignades vers les piscines et maintenant, on va des piscines vers les baignades. Ah oui ? Et le problème... Tant mieux, mais... Oui, tant mieux, mais le hic, c'est, comme disait mon collègue Thierry, qu'est-ce que c'est que de savoir nager ? Est-ce que quelqu'un a une réponse ? Allez, lancez-vous à l'eau. Je sais pas, c'est faire 25 mètres dans une piscine dans un temps imparti sans boire la tasse, c'est ça ? Bon, alors, voilà, c'est la définition. Et pour être complète, la plupart du temps, les gens disent savoir nager, c'est être capable de ne pas couler. On est d'accord ? Bien. Le problème, c'est que si c'est ne pas couler, c'est s'intéresser à la flottaison. Et la flottaison, nos amis scientifiques le diraient beaucoup mieux que moi, c'est un rapport de densité entre la densité de l'eau et la densité du corps humain. Et elles sont sensiblement voisines. Donc, en fait, naturellement, on n'est pas tous égaux devant la flottaison, mais naturellement, on flotte. Alors, l'exemple typique, c'est les bébés. Alors, le docteur dirait ça mieux que moi, mais un bébé, c'est de l'eau, des cartilages, ça n'a pas de muscles, ça n'a pas de squelette, d'accord ? Et alors, je suis désolé pour l'assistance, mais parce que je vais le dire, parce que je me sens concerné, c'est à l'autre extrémité de l'âge, ben, les personnes âgées, ils flottent beaucoup mieux, hein, d'accord ? L'ostéoporose, on perd du muscle, on gagne de la graisse. Et l'image, si vous pouvez retenir de mon intervention, c'est qu'on dit, et ce que j'ai expliqué à mes étudiants, c'est que le muscle coule et la cellulite flotte. Oui, alors donc, pour nager, donc. La flottaison, c'est pas la natation. On a bien compris. Ce n'était évidemment qu'une plaisanterie. Et le problème de savoir nager, comme l'a dit notre intervenant, c'est peut-être plutôt que d'apprendre à flotter, c'est peut-être dans un premier temps être capable de se sauver. Et ça implique effectivement 2 notions fondamentales, qui est 1, le déplacement, et 2, l'immersion. Parce que l'immersion, elle peut être accidentelle. Et c'est un des risques majeurs de la noyade. À savoir, une fois qu'on a ce qu'on appelle bouchonné, c'est-à-dire vous tombez d'une barque ou d'une embarcation, vous allez vous enfoncer dans l'eau, d'accord, comme le bouchon s'enfonce dans l'eau, et vous remontez. Et l'instant critique, c'est qu'est-ce qui se passe sur la phase de verticalité quand vous avez la tête en dehors de l'eau. Il faudrait être capable de se déplacer. Et nous sommes des terriens et nous apprenons à nager simplement avec cette notion, être capable de se sauver soi-même, ce qui est une notion uniquement de sécurité. C'est l'aspect sécuritaire qui est fondamental. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le seul problème, il faudrait qu'on puisse aller au-delà. À savoir, vous avez un enfant de 6 ans, entre 6 ans et 10 ans, vous avez décidé, il faut qu'il apprenne à nager parce que ça peut être utile. Mais il va apprendre à nager en
10 ou 12 leçons. Et puis après, l'aspect sécuritaire, ça va être de traverser la piscine de papy et de mamie. Nickel, il sait nager. Mais il va rester dans une position de terrien. C'est-à-dire qu'il n'aura pas opéré des transformations qui lui permettent de passer dans le monde aquatique. Et je termine. Apprendre à nager, ce n'est pas 10 sons, mais c'est apprendre à nager 2 fois par semaine pendant 1 an. 2 fois par semaine pendant 1 an, d'accord. Eh bien, c'est pas gagné. Juste un petit mot quand même sur parce que ce retour, ce que disait notre collègue, c'est intéressant de dire on est passé de la baignade à la piscine et il dit, enfin, c'est ce qu'il constate peut-être. Moi, je constate pas personnellement, pourtant j'habite à côté, sur le bord de la Vienne. On va de plus en plus peut-être d'aller de la piscine vers la baignade en rivière. Il y a aussi des problèmes de remplissage de piscine, etc., qui posent des problèmes. Qu'est-ce qu'il en est de la plage, Paris-Plage? Est-ce qu'on est encore dans un discours de politique, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se réalise réellement? Alors Paris-Plage, c'est un autre dispositif, c'est plutôt les berges, on va dire. Il y a normalement ce qui s'appelle l'héritage. La ville de Paris veut ouvrir des zones de baignade. Alors, il y a bien sûr la réglementation qui s'applique et des analyses qui permettront le classement et puis le maintien de cette ouverture ou la fermeture de certains sites. On verra. Mais ce que vous disiez, enfin, j'ai écouté avec grand intérêt. C'est vrai que peut-être qu'on a senti, en tout cas sur Paris, une très forte pression, je dirais, d'association en tout cas, pour aller vers la baignade en eau vive. Les gens étaient très contents. En plus, on a beau mettre des panneaux interdits de se baigner, on va pas mettre la police partout. Les gens, ils font un peu ce qu'ils veulent, même si ça provoque effectivement beaucoup de noyades, surtout quand il y a beaucoup de courant. Donc ça a mis la pression. Alors, il y a eu une première expérience qui s'était vraiment très bien passée, c'est qu'on a eu le canal de l'Ourcq qui, depuis maintenant 5 ans... Le canal de l'Ourcq, tu précises un peu. Alors, le canal de l'Ourcq, c'est une rivière qui a été entièrement canalisée, qui va se jeter dans la Seine au niveau du bassin de l'Arsenal et qui traverse Paris du nord au sud quasiment, qui historiquement nous ramenait de l'eau pour un réseau d'eau potable qui est devenu maintenant un réseau d'eau non potable qui va nettoyer les rues, de remplir les bassins d'agrément Bois de Boulogne et de Vincennes, de Montsouris ou d'autres. Alors c'est principalement la rivière Ourcq, mais comme elle n'a pas un débit très important, on remplit en été 30% d'eau de la Marne. Il y a à Trilbardou une très vieille moulin à eau qui pompe un peu d'eau de la Marne pour la remettre dans la rivière, dans le canal de l'Ourcq. Pas très propre là quand même. Eh bien, de façon très étonnante, comme il y a assez peu de rejets dessus, que finalement c'est assez bien canalisé, on a une eau de vraiment très bonne qualité quand elle arrive dans Paris, qui rentre au niveau du pavillon de l'Arsenal, donc n'importe quoi, au niveau de la Villette, il se jette au niveau de la Villette, et donc cet endroit, cette zone de baignade qui s'est ouverte, eh bien d'un point de vue strictement réglementaire, est de très bonne qualité, même si la couleur de l'eau me fait parfois penser qu'on aura peut-être prochainement ou dans le futur des questionnements sur les cyanobactéries, mais pour l'instant on n'a pas eu de ce sort de soucis. C'est encore une réglementation qui moins on regarde, moins on est content parce que voilà, voilà. Donc voilà. Donc en tout cas, ça s'est très très bien passé. Sur la Seine, je pense que, mais là je parle vraiment très personnellement, je pense que c'est un autre sujet. C'est extrêmement compliqué. C'est aussi une voie navigable qui sert à transporter des biens et des marchandises avec, on peut quand même le reconnaître, un impact CO2 qui est quand même bien plus... Il y a les bateaux touristiques aussi. Voilà, alors les bateaux touristiques, on peut... Alors, tiens, oui, ça me fait penser que sur la Canal de l'Ourcq, ça s'est encore mieux amélioré une fois qu'on a enlevé les bateaux touristiques et qu'on les a forcés à plus avoir des toilettes où ils rejetaient... Voilà, ça a grandement amélioré le Canal de l'Ourcq. Alors, le Canal de l'Ourcq, il a un débit extrêmement faible. L'eau reste très longtemps le Canal de l'Ourcq. En gros, son débit, c'est 200 000 m3 d'eau par jour parce que c'est notre pompage d'eau non potable. Sinon, comme il doit y avoir, je crois que c'est 17 écluses entre l'entrée dans Paris et la sortie, l'eau va vraiment très lentement. Voilà. Donc, bref, cette eau est de bonne qualité. Sur la Seine, je pense que c'est mais là, encore une fois, je parle vraiment en mon nom propre et pas du tout le nom d'autres Paris. C'est plus compliqué parce qu'il y a une activité commerciale qui, pour le coup, est quand même assez écologique parce que le transport par bateau, c'est quand même mieux que le transport par camion. Qu'il y a un fort courant et que donc, là, pour le coup, je parle aux sportifs, mais c'est autre chose qu'un endroit où il n'y a pas beaucoup de courant. Il faut que les gens ils restent dans la zone. Alors, les zones vont être définies, mais c'est quand même une certaine difficulté. Et puis, il y a ce qu'on disait, le suivi de la qualité, ça demande un investissement de personnel, d'énergie,
de coût qui est très important et qui veut dire que le coût par baigneur, il n'est pas négligeable. Et donc, il faut que l'exemple ça soit très bon, quoi. N'est pas comparé avec une baignade en Gartempe, par exemple. Exactement. Je pense que c'est très différent de zones de baignade plus sauvages. Voilà, on est quand même en plein milieu d'une métropole, et quelle métropole, quoi. Donc voilà. Ok, si tu voulais ajouter quelque chose, non, sur ce qui a été dit au niveau de l'avenir de la baignade en rivière, non? Donc non, ce que je pense qu'effectivement, il y a une forte pression et il faut y aller, mais il y a une certaine difficulté quand même conceptuelle, je prends 2 minutes pour te dire, qui est que on est quand même dans un monde où sur la qualité d'eau, on a un principe de précaution très fort, hein, dès qu'on atteint l'eau potable, etc., dès qu'on a des polluants ou des choses comme ça, on décide de ne prendre aucun risque. Et là, on est dans une configuration un peu je dirais original, où les scientifiques disent attention, vous pouvez avoir des gastroentérites, vous pourrez être malade. Les gastroentérites, pour les gens comme nous tous, il n'y a pas trop de soucis, mais c'est pas tout à fait vrai, parce que les gens très âgés, quand ils ont des gastroentérites, eh bien, on sait que le taux de mortalité il augmente derrière, et donc c'est pas forcément anodin. Et donc pour le coup, on dit oui, le risque finalement, ok, il y a des gens qui sont peut-être un peu malades, et je trouve que c'est assez amusant. On ne voit pas les gens des EHPAD se baigner dans la Seine. Bien sûr, mais quand vous avez une gastroentérite, ce que je veux dire, c'est que c'est compliqué quand vous avez une gastroentérite, et c'est pas très grave, mais vous la transmettez aux gens autour de vous. Donc relancer des choses comme ça. Voilà, je trouve juste que conceptuellement c'est un tout petit peu différent et que d'un seul coup on accepte de prendre un risque qu'on a peu accepté dans d'autres configurations. Et je trouve que, je sais pas si c'est bien ou mal, je trouve juste que c'est intéressant à observer. Ouais. D'accord, très bien. Merci à tous. On va ouvrir, un bon applaudissement. On va ouvrir le débat avec la salle maintenant. Merci Christine de nous passer le micro. Alors, est-ce qui veut commencer pour poser une question sur ces baignades en rivière, ou sur les cyanobactéries, ou sur les pollutions dans les eaux, tout compte fait? On peut en parler aussi, monsieur. Voilà. Allez-y. Merci de vous présenter un petit peu. Ouais, moi je suis maître nageur, je travaille sur Grand Poitiers. J'ai eu comme professeur Monsieur Cuat. J'avais 2 questions sur la délocalisation des piscines à l'avenir, sur la problématique des coûts énergétiques sur les piscines, sur le recyclage de l'eau, et du coup sur ces bassins sur le bassin qui se construit au Tison, justement pour éviter de chauffer l'eau, de faire une perte d'eau potable, etc. Et puis ma deuxième question, c'était sur le bassin naturel qui se construit au bois de Saint-Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel regard vous avez dessus, quoi? D'accord, merci. Justement, on comptait avoir quelqu'un pour nous répondre sur ces questions-là. Thierry, alors tu... J'ai appris à nager il n'y a pas très longtemps, quand j'avais 10 ans, à l'île à Joutot. Et donc à Joutot, il y avait un grand plongeoir, on apprenait à nager, on était ficelés autour d'une perche, et mon maître nageur, Michel Dazor, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Et j'ai donc, quand j'ai fait haute baignade, je me suis dit, on va parler de la Seine, c'est quand même super. On a entendu parler qu'elle au JO. Et nous, à Poitiers, on va parler de Tison, puisqu'on a réussi à cette baignade. Et il se trouve que ça ne s'est pas très bien passé. On a eu un petit peu de mal. Grand Poitiers Sport, qui est responsable, a jugé que notre intervention n'était pas tout à fait... On n'avait pas oublié, évidemment. ...qualitative. Donc voilà, on n'a pas traité, malheureusement, mais... Grâce à M. Le Gube et puis à la gentillesse, on a des élus qui sont venus parler de Saint-Cyr, ce qui est aussi une véritable problématique. Donc voilà, Grand Poitiers n'est pas là pour nous parler de Tison. Oui, mais par contre, on peut dire qu'il y a une vraie problématique aussi pour les petites piscines qui sont aux alentours. Grand Poitiers a de moins en moins de budget. Il se trouve que je fais partie de l'association de Sauvons la piscine de Saint-Sauvant. Et c'est qu'une petite piscine. Et les gens n'ont pas très bien compris à Saint-Sauvant pourquoi on supprimait leur piscine qui est à 25 km de Poitiers, qui était très bien. Et alors qu'on allait faire effectivement du lagunage avec une grande lagune au bois de Saint-Pierre en termes de coûts. Donc c'est vrai que pour les gens, la piscine, c'est aussi un endroit où on se retrouve, hein, où on passe les après-midi ensemble. Et les gosses, ils n'ont pas tous les moyens, ils partent pas tous en stage de voile ou de kitesurf. Donc je crois que c'est ce côté-là social des petites piscines, ça me semble important.
Alors peut-être ce que voulait dire également notre maître nageur, sa première question était quand même sur la partie piscine, recyclage des eaux, traitement de l'eau, dépenses d'énergie, dépenses de produits chimiques, etc. Est-ce que ça va se délocaliser? Les piscines vont entre guillemets fermer pour ensuite passer sur des zones naturelles, quoi, à moindre coût et revenir un peu en arrière, quoi. Oui, bah, c'était la question. Oui, alors, allez-y. Moi, je ne m'occupe pas des sports à Grand Poitiers, donc je suis très à l'aise sur le sujet. Mon avis n'est que très personnel, mais en tant que maire de ma commune, sur l'évolution des eaux, je vais être extrêmement clair par rapport aux contraintes budgétaires de l'ensemble des collectivités. Il y a un sujet très évident du coût des équipements, mais la piscine et la baignade, enfin la natation et la baignade étant deux sujets différents, on a un besoin important d'accès à des eaux récréatives et des eaux de rafraîchissement. On a passé 2 années caniculaires où l'accès à l'eau avait un enjeu de sécurité publique, parce que quand il fait 40, et vous nous avez dit samedi à la conférence le nombre de nuits qui va faire plus de 20 degrés dans les prochaines années, va faire que le rafraîchissement des populations va être un enjeu de sécurité publique. Et donc, moi, pour Saint-Cyr, on a fermé sur les périodes de canicule. Moi, il y avait un enjeu de sécurité publique parce qu'on privait potentiellement 5000 personnes par jour d'un accès à rafraîchissement. Et c'est un sujet que j'avais partagé avec la préfecture parce qu'aujourd'hui, quand on est donc sur le périmètre de Grand Poitiers, il y a des accès gratuits à piscine dès qu'on rentre en canicule, vigilance orange, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, on sait qu'on a 2 sujets complètement différents, mais on a besoin d'augmenter le nombre d'accès aux eaux récréatives. Donc moi, sur la partie des eaux récréatives, c'est évident qu'il faut revenir à des éléments simples où on peut être plus en récréatif, en masse, et forcément à un coût bien évidemment plus différent, parce que le but, c'est pas de comparer. En tout cas c'est-à-dire, pour répondre à ce besoin de récréation et ce besoin de rafraîchissement, l'eau de baignade, l'eau vive, elle est bien évidemment un bien inaliénable. Donc autant qu'on s'en serve, et autant que l'argent se faisant de plus en plus rare dans les collectivités, autant qu'on mette des moyens sur maintenir des bons équipements en bonne quantité, avec des gestions d'eau optimisées et des gestions énergétiques là aussi optimisées. En tout cas, on ne va pas se mentir, dans le budget des collectivités, c'est pas un secret, il n'y a plus d'argent. Et donc, les piscines sont les premiers équipements. Enfin, en tout cas, les équipements sportifs, malheureusement, ce sont dans les premières politiques où on réduit les budgets. On ne va pas se mentir. Enfin, c'est dans la presse. Donc, à un moment, il y a des choix qui sont opérés au détriment, probablement, mais de la fonction natation, ou peut-être que la piscine devient un élément de formation. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, la piscine est conçue pour nager, point. Et c'est un trou rectangulaire avec de l'eau. D'accord. Et pour nager, pour flotter, vous avez dit tout à l'heure. si vous voulez. Et donc, c'est conçu comme ça. Je reviens sur les problèmes donc, environnementaux par rapport à la baignade. On s'aperçoit qu'il y a environ 1000 noyades par an en France. Alors, il faut faire attention, une noyade, ce n'est pas forcément un décès. Oui, mais c'est mes noyades, y compris le littoral. Non. Ah oui? Non, le littoral est à part. D'accord? En eau dite naturelle, hors littoral. Là-dessus, il y a à peu près 300, aux alentours de 300 noyés. Il est remarqué qu'il y a un pic d'accidents pendant les canicules ou les épisodes caniculaires. Pourquoi? Alors, la petite analyse que j'ai lue, etc., montre qu'à un moment donné, les non-nageurs veulent bénéficier d'un confort et ils vont chercher le milieu naturel parce que, comme je vous ai dit, on peut toujours se tremper dans l'eau, dans une rivière, et on peut bénéficier de l'environnement, de l'ombre des arbres, etc., etc. Donc, effectivement, les baignades ont un impact social important. Je voudrais continuer avec, si vous le permettez, avec mon jeune collègue, d'accord,
qui pourrait peut-être nous définir, et peut-être que nos scientifiques pourraient enchaîner sur qu'est-ce que l'on entend par une piscine naturelle. Pardon. Alors, parce que c'est pour l'ensemble du public peut-être, il faut savoir que Saint-Pierre, les bois de Saint-Pierre, les piscines des bois de Saint-Pierre étaient des piscines vraiment très particulières, uniquement axées sur le loisir. Et vous me direz si je me trompe, il y avait 3 bassins et qui avaient une particularité, ils étaient peu profonds et circulaires. Ok. Alors, on va, Laurent, peut-être. Mais absolument, parce que une définition sur la piscine naturelle, non, ou une question supplémentaire, d'accord. Je voulais on passe à d'autres questions ensuite. Je voulais intervenir parce que je trouvais qu'effectivement, on a parlé des piscines, on a parlé des baignades en zone naturelle, mais il y a une troisième réglementation qui sont les baignades artificielles, qui sont un trou dans le sol avec de l'eau. Mais sauf que contrairement aux piscines où on a une eau qui est traitée pour être désinfectée, désinfectante, eh bien cette eau, dans cette baignade artificielle... C'est quoi la baignade artificielle? C'est un trou avec de l'eau dedans et il n'y a pas de traitement désinfectant et désinfecté. C'est-à-dire qu'en fait, on va essayer de mimer ce qui se passerait dans une lac ou une rivière où l'effet... l'auto-épuration de l'eau, parce qu'il y a des roseaux, parce qu'il y a du sable, etc., donc d'autres micro-organismes, ils vont essayer de... Saint-Cyr, si je comprends bien. Alors ce coup-là, c'est naturel, c'est comme si on avait fait un... Voilà. Pardon, c'est l'appui, on va dire. C'est juste que ça pose... donc là, cette réglementation qui a été mise en place, je ne sais plus la date, mais qui est suite à des travaux qui ont été faits à l'ANSES, il y a presque une dizaine d'années. On essaie de protéger les gens. Parce que dans une piscine, quand vous mettez des gens dans une piscine, la problématique, c'est pas, contrairement à une rivière qui a eu un rejet d'eau usée, etc., c'est le baignant d'à côté de vous qui, pour le coup, ça peut être un nourrisson ou un enfant ou quelqu'un de malade et il va pouvoir vous contaminer. Donc on a, dans les piscines, d'ailleurs ça existe, il y a une jauge maximale, on peut pas mettre trop de personnes dans un bassin. Au bout d'un moment, on atteint le nombre maximal de personnes dans le bassin et pour éviter que les gens se contaminent entre eux, on atteint cette maximum. Dans ces baignades artificielles, eh bien, pour éviter que les gens se baignent, en gros, il nous faut, c'est 10 mètres cubes par baigneur, très grossièrement. Donc ça fait des zones qui sont très peu denses. Il y a peu de gens qui peuvent se baigner, sauf si la zone est très grande. Mais ce qui est normal, normalement, l'idée c'était que ça soit en extérieur avec des choses très extensives, comme un lac avec des très grands volumes d'eau. Alors certains ont essayé certains industriels un petit peu filous ont essayé de jouer sur le filon pour fabriquer des piscines un peu artificielles qu'ils ont appelées bassins artificiels, mais voilà, la réglementation, cette troisième réglementation permet de protéger les gens des contaminations liées aux autres baigneurs. Voilà. Ok. Alors, question, monsieur. Oui, je voudrais revenir sur Saint-Cyr. J'avais cru comprendre que les causes, notamment les causes des cyanobactéries étaient liées au modèle agricole et aux intrants qui étaient utilisés par cette agriculture. Je voudrais savoir si vous pouvez me le confirmer et aussi quelles sont les solutions. Comment revenir à une situation où on n'aurait plus de cyanobactéries l'été? Alors, est-ce que déjà les cyanobactéries ne sont liées qu'à... Enfin, c'est pas la question exacte, mais quand même, j'insiste un peu plus, qu'à l'usage agricole, quoi. Donc, il n'a jamais été... L'utilisation Il n'a jamais été évoqué que la pollution du lac Saint-Cyr était une pollution agricole. À aucun moment, de façon aussi claire et aussi tranchée, le sujet de la pollution du lac de Saint-Cyr agricole, c'est une des pistes. Enfin, la prolifération de phosphore sur le lac de Saint-Cyr peut être multiple. Effectivement, arrivée d'eau agricole, arrivée d'eau domestique des habitants du secteur de Beaumont-Saint-Cyr qui peuvent avoir des pratiques non conventionnelles dans leur jardin ou des problèmes de raccordement au réseau d'assainissement. Donc les locaux peuvent être les premiers aussi producteurs de matières organiques qui arriveraient sur Saint-Cyr. On peut avoir des origines qui seraient en provenance du Golfe. On peut avoir des origines qui seraient en provenance de l'ensemble des stations d'épuration qui déversent dans le Clin, qui sont en amont du lac de Saint-Cyr, et que le Clin pourrait avoir une proportion en phosphore élevée qui ferait que dans les périodes de déversement, ça pourrait alimenter. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si on a mis en place un comité scientifique, c'est qu'il n'y a personne autour de la table, et d'un point de vue scientifique, qui est capable de vous répondre. Et à aucun moment, il a été évoqué la question d'une pollution agricole, sachant que ça fait 20 ans que les utilisations
de matières agricoles, enfin en tout cas que la coopérative, qui est le principal producteur de matières actives autour du lac Saint-Cyr, ça fait 20 ans qu'ils ont une politique de réduction drastique sur le secteur de Saint-Cyr, d'autant plus que le captage d'eau potable des habitants de Beaumont-Saint-Cyr est à quelques centaines de mètres du lac de Saint-Cyr. Et on a plusieurs captages d'eau potable et qui sont interconnectés pour alimenter Nintré, Colombier, Dissé, Beaumont-Saint-Cyr. Donc le périmètre du lac de Saint-Cyr est extrêmement surveillé parce qu'il y a aussi de l'alimentation en eau potable. Donc pour vous dire que les agriculteurs qui habitent la commune sont les premiers concernés. Et donc, à aucun moment, il a été dit de façon aussi tranchée et catégorique que la préférence phosphore venait du monde agricole. C'est pas, Monsieur Labanowski, qui est avec moi au comité scientifique depuis 2 ans, c'est une piste, mais à aucun moment elle est évoquée comme étant une piste scientifique, parce que agriculture veut dire phosphore, eau usée veut dire phosphore, mais comme uniquement une succession de pistes, juste parce qu'elle est purement scientifique. Mais ça voudrait dire alors qu'on a peu d'espoir de maîtriser cette situation à Saint-Cyr contre les cyanobactéries. On ne connaît pas la cause, on ne sait pas, donc ça veut dire qu'on en a pour quelques années. Jérôme, tu veux peut-être apporter quelques éléments, s'il te plaît ? Oui, comme l'a dit ma voisine, c'est effectivement ça. C'est tellement multifactoriel qu'en fait, c'est une somme de plein de petits apports qui font qu'au final, on a un apport, on va dire, global qui est assez important dans le lac. Et il faut aussi imaginer qu'il y a d'autres paramètres. On a parlé des paramètres un peu climatiques qui font qu'on est dans un contexte où ces organismes-là, les cyanobactéries, elles sont très compétitrices par rapport aux autres organismes qui sont naturellement présents. Et une fois qu'elles ont commencé à gagner un peu cette compétition écologique, elles prennent toujours et très vite l'ascendant. Donc c'est vrai qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément des solutions à court terme autant que ça. Simplement, on est dans des milieux, les milieux naturels sont naturellement résilients aussi. Donc rien ne nous dit demain que ces mêmes cyanobactéries, elles n'auront pas elles-mêmes une compétitrice qui va venir, j'allais dire, les embêter. Comme on a toujours vu au fil de temps, des espèces sont remplacées par d'autres espèces. Et donc tous ces éléments-là mis bout à bout font que d'un point de vue naturel, il faut quand même imaginer qu'il y a des voies positives, il faut quand même imaginer ça. Et après, il y a quand même des pistes. On ne peut pas vider le lac, puisque c'est une résurgence d'eau souterraine, hein. Quand monsieur le maire dit qu'on ne connaît pas l'origine, c'est qu'on ne sait pas d'où elle vient. On sait que c'est de l'eau souterraine. Et c'est de l'eau souterraine très profonde, donc on a du mal à imaginer tout son cheminement. Donc comme on ne peut pas le vider, c'est compliqué de l'assécher, on va dire d'excaver la vase. Pomper la vase coûterait très cher, je le laisse imaginer les coûts à ma place aisément. Par contre, on peut imaginer faire ce qu'on appelle de l'export de phosphore. C'est-à-dire on a un problème de phosphore, il faut l'enlever. Et il faut enlever éventuellement, mettre des végétaux. Si ces végétaux ne reviennent pas dans le lac et ne se décomposent pas, en fait, j'évite que ce phosphore revienne dans le lac. Donc on peut imaginer plein de solutions qui sont un peu plus fondées sur la nature, qui consistent à éliminer petit à petit le problème pour retrouver des niveaux satisfaisants qui font que des organismes autres que des cyanobactéries arrivent à retrouver leur place dans ce cycle, et ainsi de suite. Donc trouver un coupable, c'est très compliqué parce qu'il y a énormément de coupables potentiels. Monsieur le maire n'a pas cité, mais à un moment, on a posé la question des amorces des pêcheurs. Les amorces des pêcheurs sont très salées pour avoir un côté très appâtant et très appétant pour les poissons, et elles contiennent beaucoup de phosphate, donc du phosphore. On n'a pas parlé aussi des oiseaux. Les fientes des oiseaux sont très riches en azote et en phosphore, c'est ce qu'on mettait dans les jardins pour fertiliser les sols. On a la réserve, il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent naturellement. Sur plusieurs dizaines d'années, faut imaginer que tout ceci reste dans un, vous l'avez bien dit, un trou rond, carré, où finalement l'eau reste et s'accumule. Donc voilà, donc il y a énormément de questions. Mais ce n'est pas pour ça que tous les espoirs sont vains, hein, j'espère. Je prolonge un peu la question de monsieur, parce que, Jérôme, tu gardes le micro quand même 2 secondes. Il semble y avoir une relation entre la recrudescence de cyanobactéries dans tous les plans d'eau en France et le changement climatique. Je dis bien il semble, mais ce sont des tendances qui sont parallèles. Est-ce que vraiment on arrivera, justement, parce qu'il y a aussi le changement climatique qui va probablement augmenter la recrudescence bactérienne, enfin cyanobactérienne. Est-ce qu'on y arrivera quand même, ou est-ce qu'on n'a pas un doute sur les méthodes que tu préconises, quoi, à cause du changement climatique? Disons que ce n'est pas quelque chose qui va nous faciliter la vie. Si c'est une question, on va dire qu'on aurait été mieux dans un système plus stable climatiquement, ça c'est évident. Après, on avait fait une étude avec Laurent et on a regardé à travers la planète si finalement les pays qui étaient un peu plus chauds que nous, ils avaient beaucoup plus de cas de trophisation et de problèmes de cyanobactéries. Ouais. Et quand on regarde dans d'autres pays... C'est le cas ou pas ? Pas forcément, c'est pas si flagrant que ça.
En vrai, la principale, cause du problème, c'est la nourriture des cyanobactéries. Donc finalement, toute chose égale par ailleurs, à température un peu plus chaude, si elles n'ont pas à manger, elles ne pousseront pas. Donc on en revient toujours que c'est un élément qui va contribuer, mais au départ, il faut quand même qu'elles aient suffisamment d'azote et de phosphore pour pouvoir se développer. Donc mis bout à bout, tout cumulé, plus on les aide, plus elles y arrivent, effectivement, mais ce n'est pas forcément le changement climatique en lui-même qui va être un driver principal. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Madame, pardon, présentez-vous. Normalement, je dois vous connaître, mais... Fabienne Marceau-Fortin. Alors, j'habite à l'Appui, donc je connais un petit peu l'histoire du petit étang. Mais j'avais une remarque et une question. Une question, parmi les cyanobactéries, j'ai compris qu'elles n'étaient pas toutes pathogènes. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui évolue pour qu'on puisse identifier quand on a des cyanobactéries dans l'eau, est-ce qu'on est face à des cyanobactéries dangereuses ou pas? Visiblement, il y a une partie des cyanobactéries qui ne sont pas dangereuses. Et puis, j'ai oublié l'autre remarque. Vous prendrez la parole après. Voilà, réponse à votre question. Non, mais vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement bien dit. C'est ce que j'essaie de dire peut-être très mal tout à l'heure, c'est une très très vaste famille de plusieurs centaines de genres bactériens différents. Et certaines peuvent produire des toxines et d'autres ne peuvent absolument pas produire des toxines. Et ça va même beaucoup plus loin, c'est que des fois, elles ont les gènes pour produire des toxines, elles sont donc capables de produire des toxines, mais elles ne les produisent pas. Ce qui veut dire que la réglementation est assez en plusieurs étapes. D'abord, on va regarder s'il y a de la chlorophylle. Et s'il y a de la chlorophylle, comme c'est des bactéries photosynthétiques, ça veut dire qu'elles sont présentes. Si on voit qu'il y a beaucoup de chlorophylle, on va essayer de regarder quel type de bactéries on a. Alors, on utilise encore des méthodes, en tout cas réglementairement, un petit peu... là aussi très ancienne, au microscope. Les gens vont regarder au microscope quel type de bactéries c'est, et puis ils vont regarder si celles qui sont bien décrites, c'est celles qui peuvent produire des toxines. Et puis éventuellement, si on a ces bactéries qui peuvent produire des toxines, on va les regarder par des méthodes de spectrométrie de masse principalement. Donc on va essayer d'analyser l'eau pour voir s'il y a un certain nombre de toxines. Alors comme on ne peut pas chercher toutes les toxines, on s'est basé sur les toxines les plus fréquentes, RR, YR, LR, donc ça donne des petits noms rigolos comme ça, voilà, en microcystine, et on va essayer de regarder les anatoxines. Voilà, on va essayer de regarder si ces principales familles de toxines sont présentes. Mais voilà, vous avez vraiment très bien dit, il y a des cyanobactéries qui produiront jamais de toxines, et parce qu'elles sont pas capables. Voilà, il y a des réglementations, notamment aux États-Unis, où ils se basent non pas sur, comme nous, la détermination microscopique des espèces capables de faire les toxines, mais sur la présence de gènes dans l'eau, un peu d'ADN environnemental. Et si jamais ces gènes qui peuvent produire des toxines sont là, c'est-à-dire qu'on a plus de chances qu'elles produisent des toxines. Donc eux, ils ont un peu basé leur réglementation comme ça, notamment dans l'Ohio, mais d'autres États américains l'ont fait aussi. Et je crois d'ailleurs que vos travaux sont un peu basés là-dessus, Jérôme, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc la biologie moléculaire que Bernard citait tout à l'heure permet quand même d'avoir un raffinement, une rapidité et une meilleure description de ces organismes qui peuvent poser des problèmes. Voilà. Deuxième question. Autre question? Elle a retrouvé Oui, j'ai retrouvé. Puisque l'azote et le phosphore favorisent le développement des cyanobactéries une fois qu'elles sont là, est-ce qu'il y a des choses qui sont étudiées, expérimentées, de trouver d'autres éléments qui vont absorber l'azote et le phosphore, voire le consommer, et s'il y en a moins à consommer, les cyanobactéries pourraient moins se développer. Est-ce qu'il y a des recherches et des solutions dans ce sens-là? Ce que disait Jérôme tout à l'heure. Alors, oui, il y a des recherches pour des matériaux qui vont venir absorber ces éléments dans l'eau, et ensuite on va retirer le matériau de l'eau, et donc comme ça on aura éliminé cet élément-là. Alors je dirais, le seul inconvénient, c'est que vous imaginez la taille du lac de Saint-Cyr, c'est la quantité de matériaux qu'il faut pour pouvoir éliminer la quantité de ces nutriments qui sont présents dedans. Mais donc il y a beaucoup de recherches qui essayent justement d'optimiser pour avoir des choses où on en met peu et qui soient très efficaces, voire qu'on puisse recycler, c'est-à-dire on va ensuite éliminer l'azote et phosphore de ce matériau et on va remettre ce matériau-là, ce qui fait qu'on a un coût environnemental aussi qui est... parce que l'idée, c'est pas de dépolluer le lac pour aller polluer ailleurs. Et donc en recyclant ces matériaux, donc il y a beaucoup de travaux, donc il y a des choses qui s'appellent des éolytes qui servent à essayer de faire ça, ouais. Et est-ce qu'il y a des éléments naturels, du style des plantes qui les éolytes font partie des éléments naturels. Oui, c'est des minéraux qu'on a un petit peu gonflés.
Mais il y a peut-être des plantes aussi, oui. Alors oui, justement, quand je parlais de l'export du phosphore, c'est ce qui se passe, c'est qu'on va mettre des plantes, par exemple des roseaux. Le roseau va grandir, on va couper le roseau, et donc ce qu'il aura pris comme élément ne reviendra pas dans le lac. Donc il y a plein de plantes qui existent. Là, l'un seul inconvénient, c'est on ne veut pas fermer le milieu aquatique. Donc l'idée, ce n'est pas de recouvrir le lac et donc de l'assécher quelque part. Et il faut aussi éviter de trouver des espèces invasives qui vont lutter contre l'ensemble de la diversité des plantes aquatiques du lac. Donc c'est toujours le compromis entre si je fais une action, il ne faut pas qu'elle devienne elle-même un futur problème. Donc c'est des stratégies, c'est des plantes que l'on maîtrise et aussi qui vont être capables d'être dans la durée. On parlait changement climatique. Les plantes d'hier ne sont pas forcément les meilleures plantes de demain. Et en vrai, les meilleures plantes de demain, ce sont les plantes invasives qui peuvent très vite coloniser un plan d'eau. Donc voilà, donc effectivement, avant de se lancer dans ces manipulations, il faut vraiment prendre le temps de peser le pour, le contre et surtout d'être capable d'appréhender jusqu'où ça va aller en fait. C'est-à-dire le risque final. Ok. Oui, monsieur le maire, à l'appui, ils sont en train de vous piquer votre conseil scientifique. Non, je plaisante. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie baignade? Je vous dis sinon, allez-y. Hein. Je voudrais qu'on dise un mot, qu'on passe quelques minutes d'échange sur comment dire, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que les cyanobactéries. On a parlé tout à l'heure des Escherichia coli, on a parlé d'entérocoque. Il y a peut-être aussi des virus dans les eaux. On a vu notamment lors du SARS-CoV-2, enfin du coronavirus, on va dire, on retrouvait ce coronavirus partout dans les eaux usées. Desquelles eaux usées, évidemment, se rejettent dans les rivières. Et donc, et comme Laurent a travaillé dans un groupe qui s'appelle Aubépine, et dont il va parler en quelques minutes, a suivi ce type de virus dans les eaux usées, et que ce groupe continue à travailler sur d'autres types de virus, même sur des virus qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous faites, mais enfin, c'était quand même la mission que la Première ministre Elisabeth Borne vous a donnée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres risques apportés par les virus pathogènes donc? Mais si. Alors c'est en fait comme c'est un grand cycle l'eau. Hein, on va produire de l'eau pour la boire. Les gens ils vont ensuite aller aux toilettes et ensuite on va donc se retrouver avec une eau très sale. Et puis cette eau très sale va être traitée dans les stations, qui vont se retrouver dans l'environnement et on recommence le cycle. Eh bien, à n'importe quel endroit du cycle où on se met pour l'étudier, on va regarder un peu son aspect global. Donc l'idée un peu amusante que tu citais, pour la rappeler en quelques mots. Qu'on a mis au Aubépine, c'est qu'on s'était rendu compte, parce qu'on travaillait, nous, sur la contamination de la Seine, en se disant, tiens, est-ce qu'on a beaucoup de virus? Alors, les virus, c'est des tout petites particules, hein, sont les micro-organismes. Les bactéries font de l'ordre du micromètre, les virus, c'est la vingtaine de nanomètres, donc c'est bien plus petit. Et donc, elles ont un devenir dans l'environnement qui est un peu différent des bactéries. Comme elles n'ont pas la même densité, elles n'ont pas la même taille, elles se déplacent un peu différemment dans les masses d'eau. Et donc, on voulait étudier bien la contamination de la Seine, puisque c'est ce qui nous intéressait, en virus. On a bien sûr travaillé avec nos collègues des eaux usées, du SIAP, en se disant tiens, quelle quantité de virus vous avez? Et puis donc on a regardé un peu dans les eaux usées, puis on a regardé, il y a 2 virus, en gros il y a 3 virus principaux qu'on trouve dans les épidémies de gastro, c'est les norovirus, les rotavirus chez les enfants et un peu les adénovirus, certains types qui provoquent des gastroentérites. Et ce qu'on avait vu de façon assez amusante en 2016, c'est que en fait, en prenant les eaux usées des gens, des stations d'épuration, eh bien, la concentration en norovirus et en rotavirus était totalement corrélée au nombre de gastroentérites qu'il y avait dans la population générale. Donc en fait, en prenant un peu d'eau usée, on pouvait estimer le nombre de gens qui avaient des gastroentérites. Et ça nous avait beaucoup amusé. Et on a fait la même chose avec le SARS-CoV-2, ce qui nous a permis effectivement, dans Aubépine, de suivre un peu l'état de l'épidémie. Est-ce qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient le Covid-19, ou peu, ou moyen? Est-ce que ça montait, est-ce que ça descendait? Et donc on avait un suivi national des eaux usées dans le cadre d'Aubépine, avec plein d'équipes un petit peu partout. Alors que ces travaux continuent, et puis surtout, ce qu'on s'est dit avec des équipes parisiennes, hein, les équipes de Métis, encore une fois, d'universités parisiennes, en se disant, tiens, puisque finalement, maintenant, on a un suivi des eaux usées, qu'on regarde un peu, à quel moment il y a beaucoup de virus, et que c'est ces eaux usées qui vont polluer l'environnement, finalement, on connaît les périodes où il y aura beaucoup de virus, et où donc, on peut imaginer que sur les zones de baignade, ce qui serait intéressant, c'est à cette période-là de charger les virus. Et c'est là qu'on a un petit peu de chance, quand même, il faut bien le dire, c'est que les épidémies de gastroentérite, c'est principalement en hiver, et globalement, les gens, ils se baignent pas trop en hiver, ils ont plutôt envie de se baigner en été, donc on a quand même ce décalage un petit peu temporel qui nous arrange bien, mais qui est
pas toujours vrai. De temps en temps, les épidémies liées au crypto-giardia sont plutôt au printemps ou début d'été. Il y a de temps en temps, notamment en 2019, il y a eu une épidémie de gastroentérite au mois de juin à norovirus de groupe 2, en Ile-de-France en tout cas, pour une raison X ou Y. Donc voilà, c'est toujours une loi un peu globale, mais voilà. Donc on continue à faire ces travaux-là. Les recherches sur les virus étaient un peu parent pauvre du monde de l'eau. Grâce au Covid-19, ou malgré la cause, enfin c'est triste en tout cas, il y a beaucoup plus d'équipes qui s'intéressent, donc c'est un sujet qui est beaucoup plus pris en charge dans le risque sanitaire. Oui, d'ailleurs, la nouvelle directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines, les eaux qu'on rejette, on en a parlé mardi un petit peu, prévoit, je ne sais pas si c'est vraiment précis au niveau ou si c'est simplement un conseil, d'utiliser le traceur virus des eaux résiduaires urbaines pour essayer d'anticiper un petit peu ou de localiser mieux les foyers d'épidémie des nouvelles maladies qui arriveraient dans l'avenir, comparables à celles qu'on a connues en 2020. Covid-19, 2000, voilà. Non, c'est tout à fait vrai. Il y a des rues, il y a un certain nombre d'une liste de certains pathogènes, alors qui est encore modifiable, en tout cas, je pense, à suivre. Il y a des alors, on a parlé des Jeux Olympiques. Nous, on avait un suivi très particulier pendant les Jeux Olympiques où on essayait, comme il y avait des gens qui venaient de plein d'endroits différents, enfin plus que d'habitude encore à Paris, on avait un suivi spécifique des eaux usées où on a recherché le poliovirus, la rougeole. La grippe, parce qu'habituellement on était en été, donc on n'a pas de raison d'avoir la grippe, mais à la fin des Jeux Olympiques, on a déjà vu l'augmentation de la durée de grippe, ce qui était dans les eaux usées, ouais, tout à fait. Et c'était un suivi spécifique lié à cette arrivée massive de gens d'hémisphère sud et d'autres endroits qui nous permettait de suivre ça. Donc dans la DRU, il y a ça. Il y a même un point qui intéressera peut-être personne dans la salle, mais qu'ils ont déjà vu, c'est qu'effectivement, il y a l'antibiorésistance, qui est un sujet important d'avenir dans les micro-organismes. Et cette DRU demande à ce que les rejets d'eau usée soient suivis sur l'antibiorésistance. Alors, ça serait presque un débat en part entière, parce que je ne sais pas trop ce qu'ils entendent par là, mais en tout cas, c'est une vraie question qu'il faudra que les scientifiques et ceux qui font les analyses prennent en charge. Voilà, c'est autre chose, mais... Bon, on s'éloigne un peu de la partie baignade, mais on va conclure là-dessus quand même. C'est tous les antibiotiques qu'on retrouve dans les eaux usées, dans nos eaux usées et donc dans les eaux de rivière, peuvent générer une antibiorésistance qui pourrait se transmettre ensuite générale, y compris dans les hôpitaux où on commence à le voir sérieusement. Donc la DRU, enfin la nouvelle directive européenne, demanderait aussi, si j'ai bien compris, Jérôme pourrait nous répondre aussi là-dessus, mais bon, de regarder l'antibiorésistance dans les eaux usées. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on traite? Est-ce que c'est important ou pas, quoi? Donc voilà, pour dire que les eaux de baignade, pour le moment, on parle que des cyanobactéries, mais demain, on parlera peut-être d'autres problèmes. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tous, mesdames et messieurs, d'avoir été patients, à nous écouter débattre. Merci à vous. Et à la prochaine, dans un an, je ne sais pas. Tu veux conclure peut-être? Merci.